Les pieds nus de la petite fille laissaient des traces de sang dans la neige. Chaque pas laissait une tache rouge sur le blanc. Clara Finch, de 10 ans, ne regarda pas en arrière pour voir le chariot disparaître dans la tempête de neige. Elle savait déjà. La femme qui avait promis de prendre soin d'elle était partie. Le pain congelé dans sa poche était tout ce qui lui restait. Elle était abandonnée, rejetée, laissée pour morte. Mais elle n'était pas la seule. 6 autres enfants allaient le suivre et le cow-boy le plus riche du Montana était sur le point de tout changer. Cliquez sur le bouton S'abonner. Laissez un commentaire avec votre ville. Restez avec moi jusqu'à la fin. Sortez. Clara fixait Agnes Barlow. Le vent hurlait. La neige lui mordait la peau. Madame, vous êtes sourde. Je vous ai dit de sortir. Clara descendit du chariot. Ses pieds nus touchèrent le sol gelé. Le froid lui transperça les os comme un couteau. Mais il n'y a rien ici, Madame Barlow. Il n'y a pas de ville. Il n'y a rien. Je ne sais pas ce qu'il n'y a pas. La voix d'Agnes Barlow était plate, morte, comme si quelque chose en elle avait gelé bien avant l'arrivée de l'hiver. Ce qu'il n'y a pas, c'est assez de nourriture pour 5 bouches quand les puits seront à sec et que les récoltes seront mortes dans le sol. Les mains de Clara tremblaient, pas à cause du froid, mais à cause de quelque chose de pire. Je travaillerai plus dur, je mangerai moins, je ne vous causerai pas d'ennui, je le jure. S'il vous plaît, Madame Barlow, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Assez. Le mot fendit l'air comme un coup de fouet. Agnès se pencha dans le chariot et en sortit un petit paquet. Un mouchoir taché et usé, enroulé autour de quelque chose qui craquait comme du papier. Elle le jeta aux pieds de Clara. Du pain et du fromage devraient te suffire pour un jour ou deux si tu fais attention. Clara fixa le paquet dans la neige. Un jour ou deux, c'était normal. Comme si une poignée de miettes pouvait compenser le fait de laisser un enfant mourir dans une tempête de neige. Vous ne pouvez pas faire ça. La voix de Clara se brisa. Vous ne pouvez pas me laisser ici. Je n'ai rien fait de mal. J'ai fait tout ce que vous m'avez demandé. Tout. Et cela n'a toujours pas suffi. Agnès ramassa les rênes. C'est le problème avec les poids de Mars, ma fille. Peu importe les efforts qu'ils déploient, il reste des poids. Des poids de mort. Ces mots frappèrent Clara comme un coup de poing dans la poitrine. Madame Barlow, le chariot part. Tu peux rester là à pleurer ou tu peux commencer à marcher. À toi de choisir. Les chevaux se mirent en route. Le chariot grinça et Clara resta là, dans la neige, regardant la seule maison qu'elle ait connue pendant 8 mois disparaître dans la blancheur. Elle ne courut pas après. Elle ne cria pas, ne supplia pas, ne se jeta pas sous les roues. Elle avait appris depuis longtemps que supplier ne faisait qu'empirer les choses, que les gens qui vous abandonnaient ne se retournaient pas, et que si vous les y forciez, ils ne feraient que vous détester pour cela. Elle resta donc là, silencieuse, seule. Et lorsque le chariot eut disparu, englouti par la tempête, Clara se baissa et ramassa le paquet à ses pieds. Ses doigts étaient déjà engourdis. Très bien alors, murmura-t-elle à personne en particulier. Très bien, dit-elle en se mettant en route. La neige tombait plus fort maintenant. Clara ne voyait pas à plus de quelques mètres devant elle. Chaque pas était une lutte. Ses pieds nus étaient passés de brûlant à engourdis, puis à quelque chose de pire. Une sensation de néant qui signifiait que le froid était en train de gagner. Elle pensa à son papa, Thomas Finch, mineur de cuivre, mort depuis 3 ans maintenant, enseveli sous 1000 tonnes de roches lorsque le tunnel s'était effondré. Tu vas devenir quelqu'un de spécial, Clara. Je le vois en toi. Quelque chose de brillant, de fort. Ne laisse personne te dire le contraire. À l'époque, elle le croyait. Aujourd'hui, elle n'était plus sûre de croire quoi que ce soit. Le vent hurlait. Clara trébucha. Son genou heurta quelque chose de dur sous la neige. Une pierre peut-être, ou une racine, et elle tomba. Pendant un instant, elle resta allongée là. La neige était molle, presque chaude d'une manière étrange. Son corps avait cessé de trembler, ce qui était probablement mauvais signe, mais elle ne se souvenait plus pourquoi. Lève-toi. La voix dans sa tête ressemblait à celle de son papa. Lève-toi, Clara. Ce n'est pas ainsi que ton histoire se termine. Je suis fatigué, papa. Je sais, ma chérie. Je sais que tu l'es. Mais tu dois te lever quand même. C'est ce que font les pinsons. Nous nous levons. Clara enfonça ses paumes dans la neige. Elle poussa. Son bras tremblait, son corps hurlait. Elle se leva. Un pas, puis un autre, puis un autre.
Le vent changea de direction. Clara entendit quelque chose. Un bruit qui n'appartenait pas à la tempête. Des bruits de sabots. Son cœur se mit à battre à tout rompre. Les étrangers étaient un synonyme de danger. C'était la première règle quand on était seul. Les gens qui venaient chercher des enfants perdus avaient rarement de bonnes intentions. Mais elle n'avait nulle part où se cacher. Rien d'autre que de la neige et des arbres dans le vide blanc hurlant. Alors Clara resta là, vacillant sur ses pieds gelés, et attendit. Le cheval sortit de la tempête comme un fantôme. Une grande jument alezane, avec une tache blanche sur le front, avançant dans la neige comme si de rien n'était. Et sur son dos, un homme grand, aux épaules larges, aux cheveux gris sous un chapeau usé, au visage comme du cuir vieilli, ridé et dur. Mais ses yeux étaient indifférents. Il la vit. Elle observa la scène, vit son expression passer de la surprise à quelque chose qui ressemblait presque à de la douleur. Le cheval s'arrêta. Seigneur Tout-Puissant, sa voix était rauque, grave. Au nom de Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Il descendit de cheval avant que Clara n'ait pu bouger. Ses bottes frappaient la neige. Il s'avança vers elle lentement, prudemment, comme si elle était une bête sauvage susceptible de s'enfuir. Doucement, doucement. Je ne vais pas te faire de mal. Clara ne bougeait pas. Elle ne pouvait pas bouger. Son corps avait cessé d'obéir à ses ordres au cours de la dernière heure. Tu es seule ici? Elle essaya d'acquiescer. Le monde bascula. Wow! Des mains puissantes la rattrapèrent avant qu'elle ne touche le sol. Des mains chaudes, si chaudes qu'elles brûlaient contre sa peau gelée. Je te tiens, petite. Tout va bien maintenant. Clara leva les yeux vers lui. Cet inconnu aux yeux tristes et aux mains douces. Pourquoi? Sa voix sortit dans un croassement. Pourquoi t'es-tu arrêté? Quelque chose passa sur son visage. Une vieille douleur, un vieux chagrin. Parce que quelqu'un aurait dû le faire, dit-il doucement. Il y a longtemps, quelqu'un aurait dû s'arrêter pour moi. Il la souleva sur le cheval comme si elle ne pesait rien. Il se hissa derrière elle, un bras autour de sa taille, solide et stable. Je m'appelle Ezra Thornton. J'ai un ranch à environ 3 kilomètres au nord. Accroche-toi bien. Tu es là? Ne lâche pas. Les doigts gelés de Clara trouvèrent le pommeau de la selle. Je n'ai nulle part où aller, murmura-t-elle. Maintenant, oui. Le cheval s'élança. La tempête les engloutit. Clara aurait dû avoir peur, mais ce n'était pas le cas. Pour la première fois depuis 3 ans, elle ressentait autre chose que la peur, la faim ou la froide certitude d'être seule. Elle ressentait de l'espoir, et cela l'effrayait plus que la tempête ne pourrait jamais le faire. La maison de ranch émergea de la blancheur comme une réponse à une prière à laquelle Clara avait cessé de croire. 2 étages, en pierre et en bois, des fenêtres qui brillaient chaudement contre la tempête, plus grandes que tout ce qu'elle avait jamais vu, plus grandes que l'orphelinat d'Helena, plus grandes que la ferme et la grange d'Agnès Barlow réunies. Bessie. La voix d'Ezra transperça le vent. Bessie, ouvre. La porte s'ouvrit brusquement. Une femme se tenait là, les cheveux striés de gris, le visage buriné, les yeux écarquillés lorsqu'elle vit Clara. Ezra Thornton, qu'est-ce que... Je l'ai trouvé dans la tempête, à moitié gelé. Allume le feu, apporte des couvertures, dépêche-toi. Bessie ne discuta pas. Elle se retourna et disparut dans la maison, criant déjà « Silas, viens ici. On a un problème. » Ezra porta Clara à l'intérieur. La chaleur la frappa comme un mur. Elle haleta, son corps se souvenant soudainement de ce que c'était que de ne pas être en train de mourir. Installé là près du feu. Un homme noir apparut, plus jeune qu'Ezra, solidement bâti, avec des mains calleuses et des yeux perçants. « Je vais chercher des couvertures. »« Silas, je sais, patron. »« Je sais. » Il s'affairait autour d'elle comme une tempête. Des couvertures apparurent. Quelqu'un lui mit une tasse de quelque chose de chaud dans les mains. Clara ne pouvait pas la tenir. Ses doigts ne fonctionnaient pas, alors Bessie la tint pour elle, la penchant contre ses lèvres. « À petite gorgée, mon enfant. À petite gorgée. C'est ça. » Le liquide était chaud et sucré. Du thé, peut-être? Ou quelque chose de plus fort. Clara ne savait pas. Tout ce qu'elle savait, c'est que ça brûlait en descendant et que cette brûlure signifiait qu'elle était encore en vie. « Comment t'appelles-tu, petite? » Clara leva les yeux vers Bessie.
Le visage de la femme était dur, mais ses yeux étaient doux, inquiets. Clara. Clara Finch. Clara Finch. Bessie hocha la tête comme si ce nom signifiait quelque chose. Eh bien, Clara Finch, tu es en sécurité maintenant. Tu m'entends? En sécurité. Le mot rebondissait dans la tête de Clara, cherchant un endroit où se poser. Je n'ai jamais été en sécurité, s'entendit-elle dire. Je ne suis pas sûr de savoir ce que cela signifie. L'expression de Bessie changea. C'était peut-être de la douleur ou peut-être de la reconnaissance. Tu apprendras, dit-elle doucement. Seigneur, aide-nous. Tu apprendras. La chaleur envahit les os de Clara. Elle se mit à trembler. De violents frissons secouaient tout son corps, faisant claquer ses dents. C'est bon signe, dit Silas. Ça veut dire qu'elle se réchauffe. Ça veut dire qu'elle va s'en sortir. Bien sûr qu'elle va s'en sortir. La voix d'Ezra était rude. Il n'avait pas traversé une tempête de neige pour ramener un cadavre à la maison. Clara le regarda. Cet homme qui s'était arrêté, cet inconnu qui l'avait sorti de la neige. Pourquoi? Ezra marqua une pause. Pourquoi? Quoi? Pourquoi m'as-tu aidé? Tu ne me connais pas. Vous ne me devez rien. Le silence s'installa dans la pièce. Bessie et Silas échangèrent un regard que Clara ne put déchiffrer. Ezra s'approcha et s'accroupit devant elle. De près, elle pouvait voir les rides sur son visage, le chagrin gravé dans chacune d'elles. « J'ai eu une fille, dit-il. Sa voix était basse, rauque. Elle n'était pas de mon sang, mais elle était tout de même ma fille. Elle est arrivée dans ce ranch comme toi, à moitié morte, à moitié affamée, fuyant des gens qui auraient dû la protéger. » Clara retint son souffle. Ma femme Catherine a vu quelque chose en elle, l'a recueillie et l'a élevée comme notre propre fille. Il fit une pause. La fièvre les a emportées toutes les deux. Catherine d'abord, puis Emma 5 ans plus tard, à l'âge de 16 ans. Les plus brillantes que ce ranch ait jamais connues. Il regarda Clara et ses yeux étaient humides. Je n'ai pas pu les sauver. Je n'ai pu sauver aucune des deux. Mais peut-être, il secoua la tête. Peut-être que je peux te sauver. Peut-être que c'est pour cela que j'ai subi toutes ces pertes. Pour que je sache, quand je t'ai vu debout dans la neige, que je devais m'arrêter. Clara le fixa du regard. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi, comme si elle comptait, comme si sa vie avait de la valeur. Je ne suis personne de spécial, Monsieur Thornton. Vous vous trompez. Sa voix était ferme. Tu es une enfant. Cela fait de toi la chose la plus spéciale qui soit. Clara sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Quelque chose qu'elle avait réussi à contenir pendant 3 ans, depuis que son père était mort et que le monde était devenu froid. « Je ne sais pas comment faire, murmura-t-elle. Comment faire confiance aux gens? Chaque fois que je le fais, ils partent. » Ezra acquiesça. « je sais que c'est ce que tu as appris. Mais je ne pars pas. C'est ma maison. Depuis 30 ans. Et si tu le veux, dit-il après une pause, elle peut être la tienne aussi. » Les larmes coulèrent. Clara n'avait pas pleuré depuis 3 ans. Elle ne s'était pas autorisée à pleurer. Pleurer était un signe de faiblesse. Et la faiblesse faisait souffrir. Mais maintenant, les larmes coulaient sur son visage, chaudes et rapides, et elle ne pouvait pas les arrêter. Elle ne voulait pas les arrêter. Bessie était là, les bras autour d'elle, la serrant fort. « Laisse-les couler, mon enfant. Laisse-les toutes couler. Tu as porté ce poids toute seule pendant trop longtemps, » pleura Clara. Elle pleura pour son papa, mort dans l'obscurité, pour sa maman, qu'elle n'avait jamais connue, pour l'orphelinat et les années d'attente, pour Agnes Barlow, le chariot et le pain congelé dans sa poche. Elle pleura pour toutes les personnes qui l'avaient regardée et n'avaient rien vu qui valait la peine d'être gardé. Et pendant tout ce temps, ils la serraient dans leurs bras. Bessie, Ezra et Silas, des étrangers qui n'avaient aucune raison de s'en soucier. Des étrangers qui s'en souciaient quand même. Quand les larmes cessèrent enfin, Clara avait la gorge sèche et les yeux brûlants. Mais quelque chose avait changé. Elle se sentait plus légère, comme si le poids qu'elle portait depuis si longtemps avait enfin été déposé. « Tu te sens mieux? » demanda Bessie. Clara acquiesça. Elle n'osait pas parler. « Bien. » Bessie se leva. Elle était de nouveau sérieuse. « Tu as besoin de manger. Tu as besoin d'un bain. Tu as besoin de dormir. Dans cet ordre. »« Oui, madame. Pas de madame, ni de madame. Appelle-moi Bessie. Tout le monde me appelle ainsi. » Clara faillit sourire. Faillit. « Oui, Bessie.
La cuisine était chaleureuse, éclairée par des lampes à huile et la lueur du fourneau. Clara s'assit à une grande table en bois, trop grande pour seulement 3 personnes, remarqua-t-elle. 6 chaises chaises vides étaient rangées soigneusement, attendant que quelqu'un s'assoie. C'est une grande table, dit-elle doucement, pour seulement 3 personnes. Bessie posa une assiette devant elle, du poulet rôti, des pommes de terre, du pain frais. Nous étions plus nombreux avant. Sa voix était prudente. Nous le serons peut-être à nouveau un jour. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Clara regarda Ezra. Il l'observait avec une expression qu'elle ne pouvait déchiffrer. Tu n'es pas le premier enfant que j'ai sorti d'une tempête. Clara ne sera probablement pas la dernière. Il marqua une pause. Les gens de cette vallée ne traitent pas toujours bien leurs enfants. Quand les temps sont durs, ils se débarrassent des enfants comme s'ils n'étaient rien, comme s'ils n'avaient aucune importance. Il serra les mâchoires. J'ai de la place ici, plus que ce dont j'ai besoin, plus que je ne pourrais jamais utiliser seul. Il regarda autour de lui dans la cuisine, les chaises vides, la maison silencieuse, l'espace qui aurait dû être rempli de bruit et de rire. Il me semble que cette place devrait avoir un sens. Elle devrait être utilisée à bon escient. Clara Hara le fixa du regard. Vous recueillez des animaux errants. Je recueille des enfants qui ont besoin d'un foyer. Son regard croisa celui de Clara Hara. Il y a une différence. Elle baissa les yeux vers son assiette, le contenu flou. Je ne sais pas si je peux rester, murmura-t-elle. Je ne sais pas si je sais comment faire. Ce n'est pas grave. La voix d'Ezra était douce. Tu as le temps de réfléchir. Personne ne te presse. Clara prit le pain. Il était chaud, moelleux, tout juste sorti du four. Elle en prit une bouchée, et le goût était si bon, le beurre et le sel et le pain simple et authentique, que ses yeux se remplirent à nouveau de larmes. Mange, dit Bessie d'un ton bourru. Pleure si tu en as besoin, mais mange. Clara mangea. Elle mangea jusqu'à en avoir mal au ventre, jusqu'à ne plus pouvoir avaler une seule bouchée. Et pendant tout ce temps, personne ne la pressa. Personne ne la regarda d'un œil méfiant. Personne ne compta le coût de son repas. Quand elle eut fini, Silas débarrassa la table tandis que Bessie conduisait Clara à l'étage. « Voici ta chambre », dit Bessie en ouvrant une porte. Clara s'arrêta sur le seuil. Son cœur fit un bond. Un vrai lit, avec un cadre en métal, un matelas épais, des draps propres, une fenêtre donnant sur la vallée, une commode avec un miroir, une armoire, un tapis tressé sur le sol. « C'est à toi. »« À toi, » dit Bessie d'une voix douce. « Aussi longtemps que tu en auras besoin. » Clara entra dans la chambre, toucha le lit, la commode, l'armoire. Vraiment solide. À elle. Bessie. « Oui, mon enfant. Ces chaises vides autour de la table, ces pièces vides dans cette maison. » Clara se tourna vers elle. Qu'est-il arrivé aux personnes qui les occupaient autrefois? Bessie resta silencieuse pendant un long moment. Une expression ancienne et triste passa sur son visage. La vie, finit-elle par dire. La mort, la perte. La façon dont le monde prend et prend sans rien donner en retour. Elle marqua une pause. Mais Ezra, lui, ne croit pas que cela doive nécessairement être ainsi. Il pense que le monde peut aussi donner si on le laisse faire. Si on lui ouvre grande la porte, elle se dirigea vers la porte. Dors maintenant. Demain est un nouveau jour. Nous verrons pour le reste. Puis elle partit. La porte se referma doucement. Clara se tenait seule dans la pièce qui était la sienne. Dehors, la tempête faisait toujours rage, mais ici, elle était au chaud, en sécurité, nourrie. Elle pensa à Agnes Barlow, au chariot, au froid et aux mots qui l'avaient blessée plus profondément que n'importe quel vent. Un poids mort, elle pensa à Ezra Thornton, à la tristesse dans ses yeux et aux chaises vides autour de sa table. Elle pensa aux 6 chambres de cette grande maison et aux enfants qui pourraient un jour les remplir. Clara se dirigea vers la fenêtre. La neige continuait de tomber, mais elle pouvait voir des lumières au loin. Peut-être celles de la grange ou du dortoir où dormaient les ouvriers agricoles. Cet endroit était réel, cette chance était réelle, et peut-être, juste peut-être, pouvait-elle elle aussi être réelle. Elle se glissa dans le lit, le matelas était moelleux, les couvertures étaient chaudes. Elle s'y enfonça comme si elles étaient des bras qui la serraient dans leurs bras. « Merci, papa », murmura-t-elle dans l'obscurité. « Merci de m'avoir appris à me relever.
Elle ferma les yeux et pour la première fois depuis 3 ans, Clara Finch s'endormit sans rêver qu'on l'abandonnait. Elle ne le savait pas encore, mais son histoire ne faisait que commencer. 6 autres enfants étaient dehors, dans le froid. 6 autres vies attendaient d'être sauvées. Et ce ranch, ce lieu d'attente chaleureux et meurtri, allait devenir leur foyer à tous. Le matin arriva lentement, gris. Clara se réveilla avec l'odeur du bacon et le bruit des voix en bas. Pendant un instant, elle ne sut pas où elle était. Le lit était trop moelleux. La pièce était trop chaude. Quelque chose n'allait pas. Puis elle se souvint du chariot, de la neige, de l'homme aux yeux tristes qui s'était arrêté. Clara s'assit. Son corps lui faisait mal à des endroits dont elle ignorait qu'ils pouvaient être douloureux. Ses pieds lui faisaient mal, mais elle était en vie. Elle était là. Elle sortit du lit et trouva des vêtements posés sur la chaise. Une robe en laine, des bas vert foncé, des bottes, de vraies bottes, en cuir et solide, avec des lastes qui se nouaient fermement. Clara les enfila lentement. Ses mains tremblaient, pas à cause du froid, mais à cause d'autre chose. Elle descendit. La cuisine était chaude, remplie de l'odeur de la nourriture et du crépitement du poêle. Ezra était assis à la grande table, une tasse de café à la main. Silas était là aussi, avalant des œufs comme s'il n'avait pas mangé depuis des jours. Et Bessie se tenait devant la cuisinière, dos à la porte, retournant du bacon dans une poêle en fonte. « Elle est debout! » Silas fit un signe de tête à Clara. « Je pensais que tu dormirais jusqu'au printemps, petite demoiselle. » Clara ne savait pas quoi dire. Elle resta figée dans l'embrasure de la porte. « Assieds-toi. » Bessie ne se retourna pas. « Le repas est presque prêt. Tu dois manger. » Clara s'assit. La chaise était solide sous elle, réelle. « Comment te sens-tu? » demanda Ezra. « J'ai mal. » La voix de Clara était rauque. « Mais ça va. C'est normal d'avoir mal. Tu as marché dans une tempête de neige sans chaussures. Je suis surpris que tu aies encore tous tes orteils. » Clara baissa les yeux vers ses nouvelles bottes. « Peut-être pas. Je n'ai pas encore vérifié. » Silas rit. Un vrai rire. Chaleureux et soudain. « Elle a du caractère, patron. » « J'aime ça. C'est son caractère qui l'a maintenue en vie. » Ezra posa sa tasse de café. Son caractère et son entêtement. Les mêmes qualités qui avaient permis à Emma de tenir le coup lorsqu'elle était arrivée ici. Le nom resta suspendu dans l'air. « Emma, la fille qui est morte, tu vas continuer à me comparer à elle? » demanda Clara. Les mots sortirent plus durs qu'elle ne le voulait. Ezra ne broncha pas. « Non, tu n'es pas Emma. Tu es Clara. Et Clara a sa propre histoire à écrire. » Bessie posa une assiette devant elle. Des œufs, du bacon, du pain grillé. Plus de nourriture que Clara n'en avait vu depuis des semaines. « Mange, ordonna Bessie. Ensuite, nous parlerons. » Clara mangea. Elle essaya de manger lentement, essaya de se souvenir de ses bonnes manières, mais la faim l'emporta. Elle enfourna la nourriture dans sa bouche jusqu'à en avoir mal au ventre, jusqu'à ce que l'assiette soit vide, jusqu'à ce que Bessie la remplisse silencieusement, et elle mangea tout cela aussi. Quand elle eut fini, elle leva les yeux et vit que tous les trois la regardaient. « Désolée, » murmura-t-elle, « je ne voulais pas. Ne t'excuse pas d'avoir faim. » La voix de Bessie était rude. On s'excuse quand on fait quelque chose de mal. Avoir faim n'est pas mal. Clara acquiesça. Elle n'osait pas parler. Ezra se cala dans sa chaise. « Je pensais ce que j'ai dit hier soir, Clara. Tu as un foyer ici si tu le veux, sans conditions, sans contraintes, juste un endroit où vivre. Pourquoi? Tu m'as déjà posé cette question. Je te le demande à nouveau. » Clara croisa son regard. « Personne ne fait rien pour rien. Pas d'après mon expérience. Alors ton expérience s'est faite avec les mauvaises personnes. Peut-être, mais ça ne veut pas dire que tu es différente. » Silas émit un sifflement discret. « Elle te teste, patronne. » « Je sais qu'elle le fait. » Ezra ne détourna pas les yeux de Clara. Et elle a raison aussi. La confiance ne se donne pas. C'est quelque chose que l'on gagne. Il marqua une pause. « Alors je la gagnerai jour après jour, action après action, et tu peux prendre tout le temps qu'il te faut pour décider si je mérite ta confiance. » Clara le fixa du regard. Elle avait la poitrine serrée. « Et si je décide que non, alors tu partiras. Sans rancune, je te donnerai des provisions, un cheval si tu en as besoin, assez d'argent pour te rendre à la prochaine ville. » Il haussa les épaules. « Ta vie, ton choix. » Toujours, personne ne lui avait jamais dit cela auparavant. « Ta vie, ton choix. » « Je ne sais pas quoi faire de ça, admet Clara.
Ce n'est pas grave. Tu as le temps d'y réfléchir. Bessie commença à débarrasser les assiettes. Assez parlé. La fille a besoin de se reposer, de guérir. Elle aura tout le temps de prendre des décisions plus tard. En fait, Ezra leva la main. Il y a quelque chose qu'elle devrait voir d'abord. Bessie s'arrêta. Quelque chose passa entre elle et Ezra, un regard que Clara ne put déchiffrer. « Tu es sûr de toi? » demanda Bessie à voix basse. « Je suis sûr. » Ezra se leva de table. « Viens avec moi, Clara. Il y a quelque chose dans cette maison que tu dois savoir. » Clara le suivit hors de la cuisine à travers un couloir qu'elle n'avait pas vu la nuit dernière. La maison était plus grande qu'elle ne l'avait imaginé. Plus de pièces, plus de portes, plus d'espace vide attendant d'être rempli. Ezra s'arrêta devant une porte au bout du couloir. Sa main se posa sur la poignée, mais il ne la tourna pas. « Ce que je vais te montrer, dit-il lentement. Ce n'est pas facile à regarder, mais je pense que tu dois le voir. Tu dois comprendre ce qu'est cet endroit, ce qu'il pourrait être. » Le cœur de Clara se mit à battre plus fort. « Qu'est-ce que c'est? » Ezra ouvrit la porte. La pièce était petite, simple. Un lit dans un coin, une commode avec un miroir, une fenêtre qui donnait sur la vallée enneigée. Et sur les murs, des dessins, des dizaines, peut-être des centaines. Des dessins d'enfants, certains au fusain, d'autres au crayon, d'autres encore aux couleurs fanées. Des images de chevaux, de montagnes, de fleurs et de soleil. Des images d'une maison qui ressemblait à celle-ci. Des images de personnes se tenant la main, souriant ensemble. Dans le coin de chaque dessin, un nom était signé. Emma. C'était sa chambre, dit Ezra doucement. Je n'ai rien changé depuis son décès. Je n'arrive pas à m'y résoudre, mais je viens ici parfois. Pour me souvenir, pour me rappeler pourquoi je continue. Clara entra lentement dans la pièce, ses doigts effleurèrent les dessins accrochés au mur. Elle était douée, murmura Clara. Pour dessiner, je veux dire. Elle était douée pour tout. L'esprit vif, les mains agiles, le sourire rapide. La voix d'Ezra était rauque. Elle est arrivée chez nous brisée. Clara, comme toi. Fuyant des gens qui auraient dû l'aimer et qui ne l'ont pas fait. Convaincue qu'elle ne valait rien. Convaincue qu'elle ne méritait rien de bon. Clara se tourna vers lui. Catherine a changé cela. Ma femme. Elle a vu quelque chose en Emma que personne d'autre n'avait pris la peine de chercher. Elle a aimé cette fille jusqu'à lui redonner vie. Il fit une pause. Puis la fièvre les emporta toutes les deux. Catherine d'abord, Emma 1 an plus tard. Comme si elle ne pouvait supporter de vivre dans un monde sans sa mère. Les yeux de Clara se remplirent de larmes. « Je suis désolé. Ne soyez pas désolé. Soyez autre chose. » Ezra se dirigea vers la commode et prit un petit cheval en bois. Le même que Clara avait trouvé la veille. Emma disait souvent que les excuses ne changent rien, mais que agir, être quelque chose, c'est ce qui compte. Il tendit le cheval à Clara. « Je veux te le donner. » Clara le fixa du regard. « Je ne peux pas. C'était le sien. C'est vrai. Et maintenant, je te le donne parce que je pense que c'est ce qu'elle aurait voulu. Elle aurait voulu que quelqu'un d'autre le garde. Quelqu'un qui en avait besoin. » Clara prit le cheval. Il était lisse à force d'avoir été manipulé pendant des années, usé par l'amour. « Merci, murmura-t-elle. Ne me remercie pas encore. » L'expression d'Ezra changea. « Je ne te montre pas cette pièce pour te rendre triste, Clara. Je te la montre parce que je veux que tu comprennes quelque chose. » « Quoi? » « Cette maison est trop grande pour un seul homme, trop calme, trop vide. » Il regarda autour de lui, les dessins sur les murs, le lit où sa fille dormait d'autrefois. Catherine disait toujours qu'il fallait la remplir, accueillir des enfants qui avaient besoin d'un foyer, faire quelque chose de bien de tout cet espace. Clara retint son souffle. « Je n'ai pas pu le faire. Après sa mort, après la mort d'Emma, je n'ai pas pu me résoudre à rouvrir cette porte. C'était trop douloureux. J'avais l'impression de trahir leur mémoire. » Il se tourna vers Clara. « Mais ensuite, je t'ai trouvée debout dans la neige, à moitié morte, mais toujours en train de te battre. Et j'ai pensé... » Sa voix se brisa. « J'ai pensé que c'était peut-être un signe. Peut-être que c'était la façon dont Dieu me disait qu'il était temps. » Clara ne savait pas quoi dire. Le cheval de bois lui semblait lourd dans les mains. « Je ne te demande pas d'être Emma, » dit Ezra. « Je ne te demande pas de la remplacer ou de combler le vide qu'elle a laissé. Ce que je te demande, dit-il après une pause, c'est de m'aider. M'aider à construire quelque chose ici, quelque chose dont Catherine aurait été fière. T'aider comment? En restant, en guérissant,
en étant la première. Ses yeux rencontrèrent les siens, et peut-être un jour en m'aidant à sauver les autres. Les autres. Il y a d'autres enfants là-bas, Clara. D'autres enfants comme toi et Emma. Abandonnés, oubliés, laissés pour morts dans le froid. Sa mâchoire se crispa. Je ne peux pas tous les sauver. Je le sais. Mais je peux en sauver certains, et ça doit bien valoir quelque chose. Clara baissa les yeux vers le cheval de bois, vers les dessins sur les murs, vers cette pièce pleine d'amour, de perte et d'espoir. Je ne sais pas si je peux faire ça, dit-elle doucement. Je ne sais pas si je suis assez forte. Tu as traversé une tempête de neige sans chaussures et tu n'as pas abandonné. C'est déjà très fort. C'était différent. C'était juste survivre. Et qu'est-ce que tu penses que c'est? La voix d'Ezra était douce. À ton avis, qu'est-ce que tout cela représente? Survivre, Clara, jour après jour. Se relever quand tout te pousse à rester à terre. C'est tout ce que nous faisons. Tous. Clara resta silencieuse pendant un long moment. Je peux y réfléchir. Prendre tout le temps qu'il te faut. Ezra se dirigea vers la porte. La chambre est à toi si tu veux. Ou tu peux rester dans celle où tu es actuellement. À toi de choisir. Il partit. Clarisse se retrouva seule dans la chambre d'Emma, entourée des dessins d'une vie qui s'était terminée trop tôt. Elle regarda le cheval en bois qu'elle tenait dans ses mains. « Je ne sais pas si je peux être ce dont il a besoin, » murmura-t-elle à voix basse. « Je ne sais pas si je peux être quoi que ce soit. » Mais alors même qu'elle prononçait ces mots, quelque chose remua dans sa poitrine. Quelque chose de petit, de tenace. Quelque chose qui ressemblait au début d'un choix. Les jours passèrent lentement au début, puis plus vite. Clara passa la plupart de son temps à explorer le ranch, à apprendre ses rythmes, à observer les gens qui y vivaient. Bessie dirigeait la maison comme un général commandant une armée. Rien n'échappait à son attention. Pas de poussière sur les étagères, pas de rade sur les citrons, pas de repas servis en retard. Elle était dure en apparence, avec ses mots tranchants et ses regards encore plus tranchants. Mais Clara remarqua qu'elle ajoutait des biscuits supplémentaires dans les assiettes quand elle pensait que personne ne la regardait. Elle remarqua qu'elle fredonnait des hymnes pendant qu'elle travaillait. Elle remarqua qu'elle semblait toujours savoir quand quelqu'un avait besoin d'un mot gentil, même si ce mot était enveloppé dans une instruction bourrue. « Tu vas rester là toute la journée ou tu vas m'aider à faire la vaisselle? » Clara sursauta. Elle observait Bessie depuis le seuil de la porte, perdue dans ses pensées. « Désolé, je vais t'aider. Je n'ai pas besoin de tes excuses, j'ai besoin de tes mains. » Clara attrapa un torchon et commença à essuyer. Elles travaillèrent en silence pendant un moment. Le seul bruit était celui des assiettes qui s'entrechoquaient et de l'eau savonneuse qui clapotait. « Bessie, depuis combien de temps es-tu ici, au ranch? » Les mains de Bessie s'immobilisèrent un instant. « Ça fait presque 20 ans maintenant. C'est long. C'est plus long que partout ailleurs où j'ai vécu. » Clara empila une assiette sèche sur le comptoir. « Tu avais de la famille ici avant? » Je veux dire, le silence s'éternisa. Clara pensa qu'elle était allée trop loin. « Oui, » répondit finalement Bessie. « Un mari, 3 enfants. J'ai perdu mon mari à la guerre. J'ai perdu mes enfants à Calera l'année suivante. Tous les 3 en l'espace d'une semaine. » Clara eut la gorge serrée. « Je suis désolée. C'était il y a longtemps maintenant. La douleur ne disparaît pas, mais elle s'atténue. » Bessie lui tendit une autre assiette. « Ezra m'a trouvé après ça. Je travaillais dans un saloon à Helena. Je nettoyais les sols. J'avais du mal à joindre les deux bouts. Il m'a offert un travail, un foyer, une raison de continuer à vivre. Il t'a sauvé, toi aussi. » Bessie la regarda vraiment. « Il ne m'a pas sauvé, mon enfant. Il m'a donné une chance. Le salut. » Elle tapota sa poitrine. « Ça, j'ai dû le faire moi-même. Tout comme tu le feras. » Clara ne savait pas quoi dire. Elle continua donc à essuyer la vaisselle. « Tu t'en sors mieux que tu ne le penses, » dit Bessie doucement. « J'ai vu beaucoup d'enfants blessés passer par ce monde. Pour la plupart, la souffrance les rend durs, méchants, les transforme en personnes semblables à celles qui leur ont fait du mal. » Elle se tourna vers Clara. « Mais toi, tu n'es pas dur. Tu as peur. Tu es prudente. Tu observes, tu attends et tu essaies de comprendre si tout cela est réel. Ce n'est pas de la faiblesse, Clara. C'est de la sagesse et cela te sera très utile. » Clara sentit les larmes lui monter aux yeux.
Elle cligna des paupières pour les retenir. Je ne me sens pas sage. J'ai l'impression de me noyer. C'est parfois ce que l'on ressent quand on est sage. Les imbéciles n'ont jamais l'impression de se noyer. Ils coulent simplement au fond sans même remarquer qu'ils sont morts. Clara ne put s'empêcher de rire, un petit rire surpris. Bessie sourit. Elle sourit vraiment. Cela changea tout son visage. Voilà, dit-elle, c'est ce que nous recherchons, une lueur d'espoir. Elle tendit le dernier plat à Clara. Tout ira bien, Clara Finch. Cela prendra peut-être du temps, peut-être plus que tu ne le souhaiterais. Mais tout ira bien. Clara voulait la croire. Elle le voulait tellement que cela lui faisait mal. Comment le sais-tu? Parce que j'ai été à ta place et que je suis toujours là. 2 semaines passèrent. Les pieds de Clara guérirent. Les cauchemars se firent plus rares. Elle recommença à manger sans avoir l'impression que chaque bouchée pourrait être la dernière. Et elle commença à apprendre. Silas lui enseigna tout ce qu'il savait sur les chevaux. Il savait s'y prendre avec eux, doux et patient, leur parlant comme s'il pouvait comprendre chaque mot. « Voici Bella, dit-il en conduisant Clara dans la grange un matin. Tu te souviens d'elle? Clara acquiesça. La jument alezane qu'il avait portée à travers la tempête de neige. C'est la préférée du patron. Elle est avec lui depuis plus longtemps que moi. Sias caressa le cou de Bella. Elle a du bon sens, elle connaît les gens, elle sait si quelqu'un est digne de confiance rien qu'en le regardant. Que dit-elle de moi? Silas sourit. Elle t'a laissé monter pendant une tempête de neige. C'est à peu près le plus grand compliment que Bella puisse faire. Clara tendit la main et toucha le nez du maire. Bella renifla doucement et poussa contre sa paume. « Tu veux apprendre à monter correctement? » demanda Silas. Le cœur de Clara bondit. « Je peux. Rien ne t'arrête, sauf toi-même. Le patron dit que tu peux faire tout ce que tu veux ici, tant que tu ne te blesses pas et que tu ne blesses pas les animaux. Je n'ai jamais monté à cheval. Pas vraiment, Madame Barlow. Elle avait un cheval, mais elle ne m'a jamais laissé m'en approcher. Alors nous commencerons par le début. La selle, les rênes, comment monter sans tomber sur le visage. » Les yeux de Silas brillèrent. « Au printemps, tu monteras comme si tu étais né en selle. » Clara passa la semaine suivante dans la grange. Elle apprit à brosser le pelage de Bella, à vérifier qu'il n'y avait pas de cailloux dans ses sabots, à mesurer sa ration de nourriture. Elle apprit à lire le langage corporel du maire. Le mouvement d'une oreille, le fouettement d'une queue, le hennissement doux qui signifiait la confiance. Ah! Elle apprit à monter à cheval. « Garde les talons baissés! » cria Silas tandis que Clara faisait le tour du corral. « Détends tes épaules. Tu es raide comme un piquet. J'essaye de ne pas tomber. » « Tu ne tomberas pas. Bella ne te laissera pas tomber. Fais-lui confiance. Fais encore confiance à ce mot. » Clara prit une inspiration. Elle relâcha ses épaules, cessa de serrer si fort la selle, et quelque chose changea. La peur ne disparut pas. Elle ne disparut jamais complètement. Mais elle s'estompa, remplacée par autre chose, le vent dans ses cheveux, le cheval qui avançait sous elle, le ciel qui s'étendait à l'infini au-dessus de sa tête. « Voilà! » Silas souriait lorsqu'elle arrêta Bella. « Voilà, petite demoiselle, tu es douée. Je ne suis pas douée. Je suis juste têtue. C'est pareil avec les chevaux. » Clara caressa le cou de Bella. Le maire renifla en signe d'approbation. « Silas, oui. Merci de m'avoir appris. Il n'y a pas de quoi. C'est facile d'enseigner quand l'élève veut apprendre. » Il fit une pause. « En plus, le patron m'a dit de garder un œil sur toi, de m'assurer que tu t'adaptes bien. Et que vas-tu lui dire? » Silas l'observa un instant. « Je vais lui dire que tout ira bien pour toi. Cela prendra peut-être un certain temps. Il y aura peut-être des obstacles en cours de route, mais tout ira bien pour toi. » Clara voulait le croire. Ouais. Elle commençait à le croire. Et c'était ce qui lui faisait le plus peur. C'était la 3e semaine lorsque l'étranger arriva. Clara était dans la cuisine en train d'aider Bessie à préparer le dîner lorsqu'elle entendit le bruit des sabots. Rapide, pressé, ce n'était pas le rythme tranquille de quelqu'un qui rentrait chez lui. Ezra était déjà sous le porche avant que Clara n'atteigne la fenêtre. Silas apparut depuis la grange, un fusil à la main. « Doucement !» cria Ezra. « Voyons d'abord qui c'est. » Le cavalier apparut. Un homme d'âge moyen, son cheval en sueur et haletant. Il s'arrêta devant la maison et faillit tomber de sa selle. « Monsieur Thornton, Dieu merci, je vous ai trouvé. » Doucement, Jacob, Ezra s'avança pour stabiliser l'homme. Que s'est-il passé?
C'est la maison des Henderson. Un incendie. Tout a brûlé cette nuit. La voix de l'homme tremblait. Tom Henderson est mort, sa femme aussi, et les enfants. Clara sentit son sang se glacer. Et les enfants, ils étaient deux, un garçon et une fille. Ils ont réussi à s'échapper. Je les ai trouvés ce matin, cachés dans la grange qui n'avait pas brûlé. Jacob pleurait maintenant. Ils n'ont plus personne, Monsieur Thornton. Plus personne au monde. Je ne savais pas où les emmener. Le visage d'Ezra s'était durci, dur comme la pierre. Où sont-ils maintenant? Dans ma charrette, sur la route. Je ne voulais pas les amener sans vous demander votre avis. Je ne savais pas si vous les prendriez. La voix d'Ezra était neutre, définitive. Amenez-les maintenant. Jacob acquiesça et partit. Ezra resta là un moment, le regardant s'éloigner. Puis il se retourna et vit Clara qui observait la scène depuis la fenêtre. Leurs regards se croisèrent. Bessie rappela Ezra sans détourner les yeux de Clara. Prépare 2 lits supplémentaires. Nous avons de la visite. Le cœur de Clara battait à tout rompre. 2 enfants de plus. 2 vies brisées et perdues qui avaient besoin d'un endroit où aller. Tu es prête pour ça? Demanda Ezra doucement, toujours en la regardant. Clara pensa à la chambre d'Emma, aux dessins sur les murs, aux chaises vides autour de la grande table. Non, répondit-elle honnêtement, mais je ne pense pas que cela ait de l'importance. Quelque chose passa sur le visage d'Ezra. De l'approbation, peut-être, ou de la compréhension. Non, dit-il, ce n'est pas le cas. Le chariot arriva 20 minutes plus tard. Jacob conduisait, le visage gris d'épuisement. À l'arrière, blotti sous une fine couverture, se trouvaient 2 enfants. Un garçon peut-être âgé de 12 ans, aux cheveux foncés, aux yeux sombres, la mâchoire serrée comme s'il essayait de ne pas pleurer. Et une fille plus jeune, peut-être âgée de 8 ans, s'accrochant au bras du garçon comme s'il était la seule chose solide qui lui restait au monde. Clara regardait depuis le porche Ezra se diriger vers le chariot. Il avançait lentement, prudemment, comme il s'était approché d'elle dans la tempête de neige. « Bonjour, dit-il doucement. Je m'appelle Ezra. C'est mon ranch. Vous êtes en sécurité ici. » Le garçon ne répondit pas, se contentant de fixer Ezra de ses yeux qui en avaient trop vu. La fille se mit à pleurer. « Chut, Ruby. » Le garçon la serra contre lui. « Tout va bien. Je suis là. Ruby. » La fille s'appelait Ruby. « Comment t'appelles-tu, fiston? » demanda Ezra. « Jonas. » La voix du garçon était rauque. « Jonas Whitmore. »« Voici ma sœur, Ruby May. Vous venez de marcher Henderson. »« Non, monsieur. Nous vivions chez lui. Nous travaillions à la ferme. » Jonas serra les mâchoires. « Ils nous ont recueillis après la mort de notre mère. Ils ont dit qu'ils nous donneraient un foyer si nous travaillions pour cela. » Clara eut mal au cœur. Elle connaissait cette histoire. Elle la connaissait trop bien. « Eh bien, Jonas, » Ezra tendit la main. « Tu n'as pas besoin de travailler pour avoir un foyer ici. Il suffit de le vouloir. » Jonas fixa la main tendue. Il ne la prit pas. C'est ce que les Henderson ont dit aussi. Je ne suis pas les Henderson. Comment je peux le savoir? Clara bougea avant même de savoir ce qu'elle faisait. Elle descendit les marches du porche, traversa la cour et se retrouva à côté d'Ezra. « Tu ne peux pas le savoir, dit-elle. Tu ne sais rien de cet endroit ni de ces gens. Tu n'as aucune raison de leur faire confiance. » Jonas la regarda avec méfiance, sur ses gardes. « Qui êtes-vous? »« Je m'appelle Clara. Je suis arrivée ici il y a 3 semaines. On m'a trouvée à moitié morte dans une tempête de neige. » Elle leva les mains, montrant les cicatrices en voie de guérison, là où le froid avait fendu sa peau. « Je sais ce que vous ressentez en ce moment. Je sais qu'il semble impossible que cela puisse être vrai, que quelqu'un puisse réellement vouloir vous aider. » Jonas ne répondit pas, mais quelque chose changea dans son regard. Une fissure dans le mur. « Je ne vais pas te mentir, » continua Clara. « Je ne sais toujours pas si je fais confiance à ces gens. Je ne sais toujours pas si cet endroit est réel, mais je suis sûr d'une chose. » « Laquelle? » Clara regarda Ruby May. La petite fille avait arrêté de pleurer et observait Clara avec ses grands yeux humides. « Ta sœur a froid, elle a peur, elle a faim, et quel que soit cet endroit, il fait plus chaud que dans ce wagon. » Clara recula. « Alors peut-être que tu devrais entrer. Donne-lui à manger et on verra plus tard pour la confiance. » Jonas la fixa longuement. Puis il baissa les yeux vers Ruby. « Tu as faim, Ruby May? » La petite fille acquiesça. Jonas poussa un soupir.
Quelque chose en lui se relâcha, comme une corde qui avait été trop tendue pendant trop longtemps. D'accord, dit-il en se levant dans le chariot et en soulevant Ruby avec lui. D'accord, nous allons entrer. Ezra tendit la main pour les aider à descendre. Cette fois, Jonas prit sa main. Clara les regarda se diriger vers la maison. Bessie était déjà à la porte, les guidant à l'intérieur, leur promettant un repas chaud et des lits douillets. Ezra s'arrêta à côté de Clara. C'était bien, dit-il doucement. Ce que tu lui as dit, je lui ai juste dit de la vérité. C'est pour ça que c'était bien. Il la regarda et quelque chose qui ressemblait à de la fierté brilla dans ses yeux. Tu les comprends, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils ont besoin d'entendre. Clara haussa les épaules. Je comprends ce que c'est que d'avoir peur. C'est tout. C'est déjà beaucoup. Ezra posa une main sur son épaule. Parfois, c'est tout ce qu'il faut. Ils restèrent là, dans le froid, à regarder le soleil se coucher derrière les montagnes. C'est ce que tu voulais dire, dit Clara lentement. Quand tu disais que tu voulais construire quelque chose ici, c'est ça, c'est le début. Combien d'autres? Combien d'autres enfants y a-t-il là-bas? Trop. La voix d'Ezra était lourde. Plus qu'un ranch ne peut en accueillir, plus qu'un homme ne peut en sauver. Mais nous essayons quand même. Oui. Il la regarda. Nous essayons quand même. Clara pensa à Jonas et Ruby May, à l'incendie qui leur avait tout pris, au long chemin qui les avait amenés ici dans ce ranch, à ce moment précis. Elle pensa à elle-même, au chariot, à la neige et au pain gelé dans sa poche. « Je veux aider, dit-elle. Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les retenir. « Je veux vous aider à les sauver. » Ezra resta silencieux pendant un moment. « Tu es sûr? » « Non. » Clara secoua la tête. « Je ne suis sûr de rien. Mais j'en ai assez d'avoir peur. J'en ai assez de simplement survivre. Je veux faire quelque chose qui compte. » Elle leva les yeux vers lui. « Je veux être quelqu'un qui compte. » Ezra ne sourit pas, mais son visage s'adoucit. « Tu l'es déjà, Clara. Tu ne le sais pas encore, c'est tout. » Il se retourna et se dirigea vers la maison. Clara resta là, dans la lumière déclinante, à le regarder s'éloigner. Il y a 3 semaines, elle était en train de mourir dans une tempête de neige, convaincue qu'elle ne valait rien. Maintenant, elle se tenait debout, dans ses propres bottes, faisant ses propres choix. Et quelque part en elle, dans un endroit qu'elle croyait mort à jamais, quelque chose grandissait. L'espoir, le véritable espoir, celui qui n'avait pas besoin d'être protégé, caché ou minimisé. Clara prit une inspiration. Elle expira lentement. Puis elle suivit Ezra à l'intérieur, prête à affronter le prochain chapitre de cette histoire, quelle qu'elle soit. Jonas ne faisait confiance à personne. Cela était clair dès le premier soir. Il était assis à table, le bras autour de Ruby May, observant chaque mouvement, suivant chaque main qui se tendait vers la corbeille à pain ou la salière. Son assiette resta intacte pendant que sa sœur mangeait. Ce n'est que lorsque Ruby May fut rassasiée qu'il prit sa fourchette. Clara reconnut de ce regard. Elle l'avait elle-même arborée 3 semaines auparavant. « Tu n'as pas besoin de la protéger des pommes de terre, » dit Silas d'une voix douce. « Malgré la plaisanterie, elles ne vont pas te mordre. » Jonas serra la mâchoire. « Je n'ai pas faim. »« Tu mens. » Clara parla avant de pouvoir s'en empêcher. « Tu meurs de faim, je le vois sur ton visage, mais tu ne mangeras pas tant que tu ne seras pas sûr qu'elle est en sécurité. » Jonas se tourna vers elle. Son regard était dur, méfiant. « Comment le sais-tu? » Parce que j'ai fait la même chose. La première nuit où je suis arrivé ici, je ne pouvais pas manger non plus. J'attendais que quelqu'un m'arrache mon assiette, me dise que je ne l'avais pas mérité. Ruby May leva les yeux de son assiette. « Ils te l'ont reprise, non? » Clara secoua la tête. « Ils m'ont laissé manger jusqu'à ce que je sois malade. Puis ils m'en ont donné encore. » Les yeux de la petite fille s'écarquillèrent. Elle regarda Bessie, puis Ezra, puis Clara. « C'est vrai, monsieur? » demanda-t-elle à Ezra. « Vous l'avez vraiment laissé manger tout ce qu'elle voulait? Jusqu'à la dernière bouchée? » La voix d'Ezra était douce. « Et je ferai la même chose pour toi et ton frère. Ce soir, demain, tous les jours suivants. Tant que vous serez sous ce toit, vous n'aurez pas faim. C'est une promesse. » Ruby May tira sur la manche de Jonas. Jonas, il a promis. Les promesses ne veulent rien dire, Ruby. La voix de Jonas était amère. Les gens disent toutes sortes de choses. Alors regarde ce que nous faisons. Ezra croisa le regard du garçon. Ignore les mots. Regarde les actes. Et quand tu en auras vu assez,
Tu pourras décider par toi-même si nous méritons ta confiance. Jonas le fixa longuement. Quelque chose passa dans son regard. Pas de la confiance. Pas encore, mais peut-être le début de quelque chose. Il prit sa fourchette et commença à manger. Clara expira sans s'être rendu compte qu'elle retenait son souffle. Cette nuit-là, elle trouva Jonas debout devant la chambre d'Emma. La porte était ouverte. Il regardait les dessins sur les murs. Qui était-elle? Demanda-t-il sans se retourner. Clara s'approcha pour se tenir à côté de lui. Elle s'appelait Emma. C'était la fille d'Ezra. Pas biologiquement, mais c'était tout de même sa fille. Que lui était-il arrivé? Une fièvre, il y a 5 ans. Jonas resta silencieux pendant un moment. Il garde sa chambre telle qu'elle. Toutes ses affaires, ses dessins. Oui. Pourquoi? Clara a réfléchi à la question. Je pense que cela l'aide à se rappeler pourquoi il fait cela. Pourquoi il recueille des enfants comme nous? Jonas se tourna vers elle. À la lumière de la lampe, il semblait plus âgé que 12 ans, usé, épuisé. Les Henderson n'étaient pas de mauvaises personnes, dit-il doucement. Ils nous faisaient travailler dur, mais ils nous nourrissaient. Ils nous offraient un toit. Je pensais que peut-être, dit-il avant de s'interrompre, peut-être qu'ils commenceraient à t'aimer. Ouais, sa voix se brisa. C'est stupide, non? Non. Clara eut mal au cœur. Ce n'est pas stupide, c'est humain. Ils sont morts. Clara brûlait dans leur propre maison, et tout ce à quoi je pouvais penser en restant là à regarder les flammes, il s'arrêta, déglutit péniblement. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était que j'étais content que Ruby May ne soit pas à l'intérieur. C'est tout. Je n'étais pas triste pour les Henderson, ni reconnaissant pour ce qu'ils nous avaient donné. J'étais juste content que ma sœur soit en vie. Ce n'est pas mal, mais ça semble mal. Clara tendit la main et posa sa main sur son bras. Il sursauta, mais ne se retira pas. Tu l'as protégé, c'est ce qui compte. Tout le reste, la culpabilité, les sentiments, tout ce désordre dans ta tête, ce ne sont que des bruits de parasites. La vérité est simple. Tu as sauvé la vie de ta sœur et maintenant tu es ici et tu as une chance d'avoir quelque chose de mieux. Les yeux de Jonas étaient humides. Il cligna des paupières avec force, luttant contre les larmes. « Je ne sais pas comment faire, murmura-t-il. Je ne sais pas comment arrêter de me battre. Arrêter de regarder. Arrêter d'attendre que tout s'écroule. Je sais. » Clara lui serra le bras. « Je ne sais pas non plus, mais peut-être qu'on peut trouver une solution ensemble. » Il la regarda. Il la regarda vraiment, et pour la première fois depuis son arrivée, quelque chose dans son visage s'adoucit. « Oui, dit-il doucement. Peut-être qu'on peut. » Les jours se transformèrent en semaines. L'hiver tenait la vallée dans son étreinte. La neige s'accumulait contre les clôtures. La glace se formait sur le ruisseau. Mais à l'intérieur du ranch, quelque chose était en train de changer. Jonah commença à aider dans la grange. Au début qu'il était raide, méfiant, observant Silas comme s'il s'attendait à être frappé s'il commettait une erreur. Mais Silas était patient. Il lui montra comment s'occuper des chevaux, comment réparer les harnais, comment se déplacer parmi les animaux sans les effrayer. « Tu as de bonnes mains, » lui dit Silas un après-midi. « Stables, calme, les chevaux aiment ça. » Jonas baissa la tête. « Mon père était cavalier avant de partir. Il t'a appris quelques trucs avant de décider qu'on ne valait pas la peine qu'il reste. » Silas resta silencieux un instant. Un homme qui abandonne ses enfants n'est pas un homme. C'est lui le responsable, pas toi. Jonas ne répondit pas, mais Clara, qui observait depuis la porte de l'écurie, vit quelque chose changer dans ses épaules. Une légère libération de tension, un petit soulagement. Ruby May s'épanouit comme une fleur au printemps. Elle suivait Bessie partout, bavardant sans arrêt, posant des questions sur tout. Pourquoi le pain levait-il? Comment fonctionnait le fourneau? Pouvait-elle aider à cuisiner? L'enfant ne cesse de parler, grommela Bessie un soir, mais elle souriait en le disant. Et Clara remarqua que le tablier de Ruby May avait été ourlé pour lui aller parfaitement, les coutures étant soignées et précises. « Tu l'aimes déjà, » dit Clara. Les mains de Bessie s'immobilisèrent sur la pâte qu'elle pétrissait. « Je ne sais pas de quoi tu parles. Bien sûr que tu le sais. » Clara s'appuya contre le comptoir. « Tu as réparé son tablier. Tu lui as tressé les cheveux ce matin. Tu lui as gardé le plus gros biscuit au petit déjeuner. Je n'ai rien fait de tout cela, Bessie. » La femme, plus âgée, soupira et laissa tomber ses épaules. « Elle me rappelle ma cadette, dit-elle doucement.
Massara, les mêmes yeux, la même façon de regarder le monde comme s'il était plein de merveilles. Le cœur de Clara se serra. Je suis désolé pour vos enfants. Il y a longtemps maintenant, reprit Bessie en pétrissant avec vigueur. On ne peut pas changer le passé. On ne peut qu'essayer de faire mieux à l'avenir. Elle leva les yeux vers Clara. C'est ça, l'esprit de cet endroit. Tu sais, Ezra, moi, Silas, nous avons tous perdu des êtres chers, perdu une partie de nous-mêmes. Mais au lieu de laisser cette perte nous rendre amers, nous essayons d'en tirer quelque chose de positif. Est-ce que ça marche? Bessie resta silencieuse pendant un moment. Repose-moi la question dans 20 ans. C'était un matin gris de février lorsque le prochain enfant arriva. Clara était dans la grange avec Jonas, en train de nettoyer les stalles, lorsqu'elle entendit le cri. La voix de Silas, urgente et aiguë. Patron, on a un problème. Ils coururent en dehors. Silas était à la porte, tenant quelque chose. Quelqu'un dans ses bras. Une petite silhouette, molle et immobile. Je l'ai trouvé dans le pâturage sud, dit Silas lorsqu'ils s'approchèrent. À moitié enfoui dans une congère. Je ne sais pas depuis combien de temps il est là. Clara eut un pincement au cœur. L'enfant dans les bras de Silas était un garçon, âgé d'environ 11 ans. Ses lèvres étaient bleues. Sa peau était grise. Ses vêtements étaient en lambeaux, à peine suffisants pour couvrir son corps, et encore moins pour le protéger du froid. « Amenez-le à l'intérieur, » dit Ezra d'une voix tendue. Ils portèrent le garçon dans la cuisine. Bessie avait mis de l'eau à chauffer avant même que quelqu'un ne le lui demande. Clara attrapa des couvertures, tandis que Jonah restait figé dans l'embrasure de la porte, le visage blême. « Il est vivant ?» demanda Jonas. « À peine. » Ezra déshabillait le garçon de ses vêtements mouillés, avec des gestes rapides et efficaces. « Silas, va chercher la cuve en cuivre. Il faut le réchauffer lentement. Si on va trop vite, son cœur pourrait lâcher. » Ruby May apparut aux côtés de Jonas. « Que se passe-t-il? Qui est-ce? » « Je ne sais pas encore. » Jonas la repoussa. « Ne te mêle pas de ça, Ruby. »« Mais cela me permet de ça, Ruby. »« Laisse-les travailler. » Clara s'agenouilla près du garçon. Ses yeux étaient fermés. Sa respiration était faible et irrégulière, mais il respirait. C'était déjà ça. « Hey, dit-elle doucement. « Hey, tu m'entends? Tu es en sécurité maintenant. Tout va bien se passer. » Pas de réponse. « Comment tu t'appelles? Tu peux me dire ton nom. » Les paupières du garçon papillonnèrent, ses lèvres bougèrent, mais aucun son ne sortit. Ce n'est pas grave. Clara prit sa main glacée dans la sienne. Tu n'as pas besoin de parler. Repose-toi. On est là pour toi. Ils travaillèrent pendant des heures, le réchauffant lentement, lui donnant de la bouillie à la cuillère, l'enveloppant dans des couvertures et priant pour qu'il passe la nuit. Il s'en est sorti. Au matin, ses joues avaient repris des couleurs. Sa respiration était plus forte, et lorsque Clara vint le voir, ses yeux étaient ouverts. « Bonjour, dit-elle doucement. Il la fixait du regard. Ses yeux étaient sombres, presque noirs, remplis d'une peur si profonde que Clara en avait mal au cœur. « Tu es au ranch Thornton Creek, dit-elle. Tu es en sécurité ici. Personne ne te fera de mal. » Le garçon ne répondit pas, se contentant de la fixer comme si elle parlait une langue qu'il ne comprenait pas. « Pouvez-vous me dire votre nom? » Silence. Ce n'est pas grave si vous ne pouvez pas parler. Certaines personnes, quand elles ont vécu des choses difficiles, ont du mal à trouver leurs mots. Je comprends cela. Quelque chose brilla dans les yeux du garçon. De la reconnaissance peut-être, ou de la surprise. Je m'appelle Clara. Je vis ici. Enfin, je vis ici maintenant. Il y a 3 mois, j'étais comme toi, seul, effrayé. Je ne savais pas si j'allais survivre à la nuit. Elle leva les mains pour lui montrer les cicatrices sur ses paumes, des gelures causées par une marche dans une tempête de neige sans chaussures. Ça m'a fait un mal de chien quand ça a cicatrisé. Mais ça a cicatrisé. J'ai guéri. Et toi aussi tu guériras. Le regard du garçon se posa sur ses cicatrices, puis revint sur son visage. Samuel. Le mot était si faible que Clara faillit ne pas l'entendre. Samuel, c'est mon nom. Sa voix était rouillée, comme si elle n'avait pas été utilisée depuis longtemps. Samuel Prescott. Samuel. Clara sourit. C'est un beau nom, un nom fort, le nom de mon père. Le visage de Samuel se déforma. Ils l'ont pendu il y a 3 mois. Ils ont dit qu'il était un voleur de chevaux. Clara eut un serrement d'estomac. L'était-il? Oui. La voix de Samuel était amère.
Il l'était, mais c'était quand même mon père. Et après qu'il l'ait pendu, personne ne voulait plus avoir affaire à moi. Ils se disaient que j'avais du mauvais sang, que je finirais comme lui. Il détourna le regard. Peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que je suis de mauvaise souche. Peut-être que je ne serai jamais rien d'autre. Clara pensa à son propre père, à son effondrement mental, à tout ce que les gens disaient des orphelins, des enfants errants et des enfants qui venaient de nulle part. Laisse-moi te dire quelque chose, Samuel Prescott. Elle attendit qu'il la regarde. Je me fiche de qui était ton père. Je me fiche de ce qu'il a fait. Tu n'es pas lui. Tu es toi et c'est à toi de choisir qui tu es. Facile à dire pour toi. Non, ce n'est pas facile du tout. Clara se pencha en avant. C'est la chose la plus difficile au monde. Décider d'être différent de ce que tout le monde attend de toi. Lutter contre toutes les voix qui te disent que tu ne vaux rien. Mais c'est possible. Je le sais parce que je le fais. Samuel la fixa longuement. Ses yeux étaient toujours fatigués, toujours effrayés. Mais sous la peur, Clara vit autre chose. De l'espoir. Petit, fragile, à peine perceptible, mais bien présent. Tu penses vraiment que je pourrais être différent? Murmura-t-il. Alors mon maître, je pense que tu l'es déjà. Clara se leva. Tu es en vie, Samuel. Tu as survécu. Tu es arrivé jusqu'ici. Cela a demandé de la force. Cela a demandé de la volonté. Et cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur qui tu es. Elle se dirigea vers la porte. Clara. Elle se retourna. Merci. La voix de Samuel se brisa. De ne pas me regarder comme si j'étais quelque chose de sale. Le cœur de Clara se serra. Tu n'es pas sale, Samuel. Tu es juste un enfant qui a traversé l'enfer. Et maintenant, tu es dans un endroit qui, peut-être, juste peut-être, pourra t'aider à retrouver ton chemin. Elle le laissa seul avec ses pensées. Mais cette nuit-là, en passant devant sa chambre, elle entendit quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. Des pleurs. De vrais pleurs. Les sanglots profonds et tremblants de quelqu'un qui avait enfin trouvé un endroit sûr où s'effondrer. Clara resta un instant devant la porte. Puis elle frappa doucement. « Samuel, ça va? » Les pleurs cessèrent. Silence. « Je peux entrer? » Encore du silence. Puis un silence si profond qu'elle faillit ne pas l'entendre. « Oui. » Clara ouvrit la porte. Samuel était assis dans son lit, le visage baigné de larmes, les bras enroulés autour de ses genoux. Elle traversa la pièce et s'assit sur le bord du lit. Elle ne dit rien, elle resta simplement assise là. « Je n'arrête pas de le voir, » murmura Samuel. « La corde, la façon dont il m'a regardé avant que sa voix ne se brise. » Clara tendit la main et la posa sur son bras. « Je sais. Comment faire pour que ça s'arrête? Les images dans ta tête. Tu ne peux pas. Pas vraiment. » Clara pensa à ses propres cauchemars. Le chariot disparaissant dans la neige. Le regard froid d'Agnes Barlow. Mais elles s'atténuent. Elles deviennent plus faciles à vivre. Cela prend du temps. Combien de temps? Je ne sais pas. C'est différent pour chacun. Elle lui serra le bras. Mais tu n'as pas à le faire seul, c'est ce qui est bien ici. Personne n'est seul ici. Samuel la regarda. Ses yeux étaient rougis, épuisés. Tu y crois vraiment? Je commence à y croire. Clara sourit doucement. Repose-moi la question dans quelques mois. Peut-être que j'en serai sûr d'ici là. Un son échappa à Samuel. Pas tout à fait un rire, mais presque. Tu es étrange, Clara Finch. Je sais. Elle se leva. Va dormir, Samuel. Demain est un nouveau jour, et ici un nouveau jour signifie de nouvelles chances. Elle se dirigea vers la porte. Clara, dit-elle en se retournant. Je suis content que Silas m'ait trouvé, dit Samuel doucement. Je suis content de ne pas être mort dans cette congère. Clara sentit les larmes lui monter aux yeux. Moi aussi, Samuel. Moi aussi. Le printemps arriva lentement, faisant fondre la neige petit à petit, révélant la verdure en dessous. Le ranch reprit de vie. Il fallait déplacer le bétail. Il fallait réparer les clôtures. Et la grande maison, qui était autrefois si vide, était désormais pleine de bruit. 4 enfants, 4 histoires, 4 vies brisées, réparées et encore en voie de guérison. Clara les observait parfois quand ils ne savaient pas qu'elle les regardait. Jonas et Samuel dans la grange, discutant de la meilleure façon de ferrer un cheval. Ruby May dans la cuisine, debout sur un tabouret à côté de Bessie, apprenant à pétrir le pain. Tous ensemble à la grande table, remplissant les chaises vides, comblant les espaces vides. « C'est toi qui as fait ça, » dit Ezra un soir,
en venant se tenir à côté d'elle sous le porche. Fait quoi? Les avoir réunis, leur avoir donné le sentiment d'appartenir à cette famille. Clara secoua la tête. Je n'ai rien fait. C'est toi qui les as accueillis. Je leur ai donné un toit. Tu leur as donné autre chose. Ezra la regarda. Tu leur as donné de l'espoir, Clara. Tu leur as montré ce qui était possible. Clara ne savait pas quoi dire. Les mots lui semblaient trop grands, trop lourds. Je leur ai juste dit la vérité, dit-elle finalement. Ce que c'est que d'avoir peur, d'être seule, de se sentir inutile. C'est exactement ça. La voix d'Ezra était douce. Tu les comprends. Tu parles leur langue et ça vaut plus que n'importe quel toit ou n'importe quel repas. Il posa une main sur son épaule. Catherine disait toujours la même chose. Elle disait que la meilleure façon d'aider quelqu'un à guérir était de lui montrer qu'il n'était pas seul, que quelqu'un d'autre avait été à sa place et s'en était sorti. Vraiment? Demanda Clara d'une petite voix. Chaque jour avec Emma, avec moi, avec tous ceux qui croisaient son chemin. Le regard d'Ezra était distant, perdu dans ses souvenirs. Elle avait le don de voir les blessures des gens, et au lieu de se détourner d'eux, elle allait vers eux, leur donnait le sentiment d'être vue, leur donnait le sentiment d'avoir de la valeur. Il regarda Clara. Tu as le même don, Clara. Je t'ai vu l'utiliser avec Jonas, avec Ruby May, avec Samuel. Tu les vois vraiment, et cela change tout. Clara sentit les larmes lui brûler les yeux. Elle cligna des paupières pour les retenir. Je ne me sens pas douée, murmura-t-elle. J'ai juste l'impression d'improviser au fur et à mesure. C'est ce que ressentent toutes les meilleures personnes. Ezra sourit. Ceux qui pensent avoir tout compris. Ce sont eux les plus dangereux. Ceux qui sont humbles, ceux qui ont peur, ceux qui continuent d'essayer même quand ils ne sont pas sûrs. Ce sont eux qui ont changé le monde. Il lui serra l'épaule. Tu changes ce monde, Clara. Un enfant à la fois, et je suis fier de te voir le faire. Clara ne pouvait pas parler. Les larmes coulaient maintenant, chaudes et rapides, et elle ne pouvait pas les retenir. Mais pour la première fois de sa vie, ce n'étaient pas des larmes de chagrin, de peur ou de solitude. C'étaient des larmes d'autre chose, quelque chose qui ressemblait à un sentiment d'appartenance, quelque chose qui ressemblait à un sentiment d'être chez soi. Le cavalier arriva au crépuscule, poussant son cheval avec force dans la boue printanière. Clara l'aperçut d'abord depuis la porte de la grange, une silhouette sombre se déplaçant rapidement dans la lumière déclinante. « Salas !» appela-t-elle. « Quelqu'un arrive. » Lorsque le cavalier atteignit la cour, Ezra était déjà sous le porche, le visage crispé. Clara reconnut cette expression. Elle signifiait des ennuis. « Monsieur Thornton, dit le cavalier en s'arrêtant, haletant, j'ai reçu un message de la ville. Le shérif Dalton dit, « Vous devez venir. » Il dit, « Il y a eu des rumeurs. » Quel genre de rumeurs sur les enfants? Le regard de l'écrivain se posa brièvement sur Clara, puis se détourna. Les gens se posent des questions. D'où viennent-ils? Avez-vous le droit de les garder? Clara sentit son sang se glacer. L'expression d'Ezra resta impassible. J'ai tous les droits. Ils sont sous ma protection. Ce n'est pas moi que vous devez convaincre. L'écrivain se tortilla sur sa selle. Le shérif a juste dit que vous devriez venir le plus tôt possible. Dites-lui que je serai là demain. Le cavalier acquiesça et repartit. Ezra resta sur le porche et le regardait s'éloigner. Qu'est-ce que cela signifie? La voix de Clara était plus faible qu'elle ne l'aurait voulu. Quel genre de question? Ezra se tourna vers elle. Cela signifie que quelqu'un a semé la zizanie. Et j'ai une petite idée de qui il s'agit. Qui? Qui? Virgil Crawford. Ezra serra les mâchoires. Sa famille se bat contre la mienne depuis 30 ans à propos de ce pâturage au sud. Il ne peut pas me battre au tribunal. Il ne peut pas me battre dans les affaires. Alors, il essaie une autre approche. Les enfants. Ezra descendit les marches du porche. Il raconte probablement aux gens que je recueille des orphelins pour les faire travailler gratuitement ou que je mène une activité illégale. Quelque chose qui impliquerait la justice. Clara se sentit mal. Mais ce n'est pas vrai. Tu n'es pas comme ça. Je le sais. Tu le sais, mais les gens de la ville ne le savent pas. Tout ce qu'ils voient, c'est un homme riche avec un grand ranch qui remplit soudainement sa maison d'enfance sans abri. Il fit une pause. Tu peux trouver ça suspect si tu veux. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va en ville. Nous répondons à leurs questions. Nous leur montrons qui sont vraiment ces enfants. Ezra la regarda. Tu es d'accord? Clara pensa à Jonas et Ruby May, à Samuel,
à la maison qu'ils construisaient ensemble. Oui, dit-elle, je suis d'accord. La ville de Copper Hollow était située au pied des montagnes, un petit groupe de bâtiments qui servaient aux éleveurs et aux mineurs dispersés dans la vallée. Clara n'y était jamais allée. Elle avait seulement entendu Silas et Bessie parler du magasin général, de l'église et du saloon où les cowboys dépensaient leur salaire. Elle chevauchait à côté d'Ezra sur Bella, le dos droit, le menton levé. Derrière eux venait Jonas sur un cheval emprunté. Son visage était aussi sévère que celui d'Ezra. Ils avaient laissé Samuel et Ruby May au ranch avec Bessie et Silas, ne voulant pas les exposer à ce qui les attendait en ville. N'oublie pas, dit Ezra alors qu'ils approchaient, ne leur montre pas que tu as peur. Les gens sentent la peur comme les chiens sentent le sang. Si tu montres ta faiblesse, ils te mettront en pièces. Je n'ai pas peur, mentit Clara. Bien, continue comme ça. Le bureau du shérif était un petit bâtiment situé au bout de la rue principale. Un homme se tenait devant, d'âge moyen, avec une étoile épinglée sur la poitrine et un regard fatigué. À côté de lui se tenait un autre homme, grand et large d'épaules, avec un visage qui semblait avoir été sculpté dans le granit. « C'est Crawford, » murmura Ezra. « Reste calme. » Il mit un pied à terre. Ezra s'avança vers le shérif, accompagné de Clara et Jonas. Shérif Dalton. La voix d'Ezra était cordiale, mais sous-tendue d'une certaine fermeté. « J'ai reçu votre message, Ezra. » Le shérif acquiesça. « Merci d'être venu. Je n'avais pas vraiment le choix, d'après ce que j'ai entendu. » Ezra jeta un coup d'œil à Crawford. « Virgil, je ne m'attendais pas à vous voir ici. Je suis juste un citoyen inquiet. » La voix de Crawford était douce, mielleuse. « J'ai entendu des choses inquiétantes au sujet de vos activités là-bas. Ce ne sont pas des activités, juste un ranch. Un ranch rempli d'orphelins. » Crawford sourit, mais ses yeux restèrent impassibles. « C'est curieux, un homme de votre âge, sans femme ni enfant, qui recueille soudainement des enfants errants venus de tout le territoire. Ce que je fais sur mes terres ne regarde que moi. » « Vraiment? » Crawford s'avança. « Ces enfants ont-ils une famille? Y a-t-il des gens qui les recherchent? Ou les avez-vous simplement recueillis comme des chiens errants? » Clara sentit Jonas se crisper à côté d'elle. Elle posa une main sur son bras, lui faisant signe de rester silencieux. « Tous les enfants de ma maison ont été abandonnés, » dit Ezra d'un ton neutre. « Laissés pour morts. Je leur ai donné un foyer. C'est tout. » « C'est votre version. » Crawford se tourna vers le shérif. « J'ai entendu autre chose. J'ai entendu dire que vous exploitiez ces enfants, que vous les utilisiez comme main-d'œuvre bon marché, voire pire. C'est un mensonge. » Les mots jaillirent de la bouche de Clara avant qu'elle ne puisse les retenir. Crawford se tourna vers elle. Son regard balaya son visage, dédaigneux, méprisant. « Et vous, qui êtes-vous? » « Clara Finch. » Elle s'avança, le cœur battant. « J'étais la première. Monsieur Thornton m'a trouvée à moitié morte dans une tempête de neige il y a 3 mois. Il n'était pas obligé de s'arrêter, il n'était pas obligé de m'aider. Mais il l'a fait. C'est une histoire touchante. » La voix de Crawford dégoulinait d'une fausse sympathie. « Mais j'ai déjà entendu des histoires touchantes. En général, elles craignent quelque chose de laide. Vous voulez voir quelque chose de laide? » La voix de Clara s'éleva. « Je vais vous montrer quelque chose de laide. Je vais vous montrer les cicatrices sur mes pieds, causées par le fait d'avoir marché dans de la neige sans chaussures. Je vais vous montrer les marques sur mes mains, causées par les engelures. C'est ce que protège votre citoyenneté hypocrite. Des gens qui jettent leurs enfants comme des ordures. » Clara. La voix d'Ezra était menaçante. « Non. » Elle secoua la tête. « Je ne vais pas rester ici et le laisser transformer cela en quelque chose de sordide. Je sais ce que M. Thornton a fait pour moi, pour nous tous, et je ne vais pas laisser un vieil homme amer et rancunier détruire tout ça. » La rue était devenue silencieuse. Les gens regardaient depuis les portes et les fenêtres, attirés par les voix qui s'élevaient. Clara sentait leur regard sur elle, les jugeant, les pesant. « Qu'ils regardent, » pensa-t-elle, « qu'ils voient. » Le shérif Dalton s'éclaircit la gorge. La jeune femme a du caractère. « Le caractère ne fait pas d'elle une personne honnête, » rétorqua Crawford. « Peut-être pas. Mais je connais Ezra Thornton depuis 20 ans. » La voix du shérif était pensive. « Je ne l'ai jamais connu autrement que comme quelqu'un de honnête. On ne peut pas en dire autant de tout le monde dans cette vallée. » Le visage de Crawford s'assombrit. « Vous prenez son parti? » « Je ne prends le parti de personne. Je fais mon travail. »
Dalton regarda Ezra. Vous avez des documents? Quelque chose qui prouve que ces enfants n'ont pas de famille qui les réclame? J'ai des dossiers sur chaque enfant qui est venu dans mon range. D'où ils viennent, comment ils sont arrivés là, les circonstances qui les ont amenés chez moi. La voix d'Ezra était calme. Vous pouvez les consulter quand vous voulez. J'aimerais bien, acquiesça Dalton. Demain, peut-être. Apportez-les à mon bureau. Nous examinerons tout pour nous assurer que tout est en règle. Et d'ici là, exigea Crawford, vous le laissez continuer à rassembler des enfants comme du bétail. D'ici là, je vous suggère de rentrer chez vous et de vous occuper de vos affaires. La voix de Dalton se durcit. À moins que vous n'ayez des preuves concrètes d'actes répréhensibles, vous ne faites que me faire perdre mon temps. Crawford serra les mâchoires. Pendant un instant, Clara crut qu'il allait exploser. Puis son expression changea. Une froide détermination remplaça sa colère brûlante. « Ce n'est pas fini, Thornton, dit-il calmement. Loin de là, je n'ai jamais pensé que ça le serait. » Ezra souleva son chapeau. « À bientôt, Virgil. » Ils retournèrent au ranch en silence. Les mains de Clara tremblaient, l'adrénaline de la confrontation coulant encore dans ses veines. « Tu n'aurais pas dû faire ça, » finit par dire Ezra. « Faire quoi? M'exprimer ainsi. Crawford est dangereux. Tu viens d'attirer son attention. Il mentait à ton sujet. Je ne pouvais pas rester là sans rien faire. Si tu aurais pu. » Ezra se tourna vers elle. « Parfois, le plus intelligent est de faire profil bas. Laissez passer l'orage. C'est ce que tu fais. C'est ce que j'ai dû faire pendant 30 ans. » Il fit une pause. « Mais je dois admettre que te voir lui tenir tête, c'était quelque chose. » Jonas prit la parole pour la première fois depuis qu'ils avaient quitté la ville. Elle avait raison, cependant, dans ce qu'elle avait dit. Crawford mentait. Bien sûr qu'il mentait. C'est ce que font les hommes comme Crawford. La voix d'Ezra était fatiguée. Ils déforment la vérité jusqu'à ce qu'elle serve leurs intérêts. Après eux, ils se moquent de savoir qui en pâtit. Que cherche-t-il vraiment? Demanda Clara. Le pâturage sud dont tu as parlé, c'est une partie du problème. Son père a perdu ce terrain au jeu il y a 30 ans. Virgil ne m'a jamais pardonné. Ezra secoua la tête. Mais il y a plus que ça. Il veut me briser. Il veut voir tout ce que j'ai construit s'effondrer. Les enfants, ce n'est que sa dernière arme. Alors, que faisons-nous? Nous faisons ce que nous avons toujours fait. Nous gardons la tête haute. Nous prenons soin des nôtres. Et nous ne laissons pas des hommes comme Crawford dicter notre façon de vivre. Ils arrivèrent au ranch au coucher du soleil. Bessie les attendait sous le porche, le visage tendu par l'inquiétude. « Crawford sème la zizanie, » dit Ezra en descendant de cheval. « Mais le shérif est juste, on s'en occupera. Et les enfants sont en sécurité pour l'instant. » Ezra se dirigea vers l'intérieur. « Je dois rassembler ces dossiers. Le shérif veut les voir demain. » Clara resta dehors, regardant les couleurs s'estomper dans le ciel. Jonas vint se placer à côté d'elle. « Tu as été courageuse aujourd'hui, dit-il doucement. Tu as tenu tête à cet homme. Je ne me suis pas sentie courageuse. J'avais peur. C'est ça le courage. » Jonas la regarda. « Faire quand même ce qui te fait peur. » Clara y réfléchit, repensa à toutes les choses qui l'avaient effrayée au fil des ans. L'orphelinat, Agnes Barlow, le blizzard. Et maintenant, cette nouvelle menace contre laquelle elle ne pouvait pas lutter avec sa seule détermination. Jonas, oui. Tu penses qu'on est en sécurité ici? Vraiment en sécurité. Il resta silencieux pendant un moment. Je pense qu'on est plus en sécurité ici que n'importe où ailleurs. Et je pense que cet homme là-bas mourrait plutôt que de laisser quelqu'un nous faire du mal. C'est ce qui me fait peur. La voix de Clara était faible. Qu'il se blesse en essayant de nous protéger. Alors on le protège à notre tour. Jonas serra les mâchoires. C'est ce que fait une famille, la famille. Ce mot semblait encore étrange dans la bouche de Clara, mais elle commençait à y croire. Les semaines suivantes furent entendues. Ezra se rendit en ville, montra ses registres au shérif et répondit à toutes ses questions. Le shérif semblait satisfait, mais Crawford n'abandonna pas. Il continua à parler, à répandre des rumeurs, à essayer de monter la ville contre le ranch. Clara voyait Ezra devenir de plus en plus silencieux, de plus en plus renfermé. Le stress le rongeait. Elle le voyait dans les rides, autour de ses yeux, dans la raideur de ses mouvements. « Tu as besoin de te reposer, » lui dit-elle un soir. « Je me reposerai quand tout cela sera terminé. Cela pourrait ne jamais être terminé. Crawford ne va pas s'arrêter. Alors moi non plus. » La voix d'Ezra était dure. « Je n'ai pas construit cet endroit pour laisser un homme amer le détruire.
Mais Clara voyait la vérité qu'il refusait d'admettre. Il était fatigué, vieux, et menait un combat qui semblait sans fin. C'est Bessie qui finit par dire ce que tout le monde pensait. Tu as besoin d'aide, dit-elle à Ezra un soir après le dîner. Tu ne peux pas combattre Crawford tout seul. Tu as besoin d'alliés, de gens en ville qui prendront ta défense. Qui prendra ma défense? Je reste discret. Je l'ai toujours été. C'était peut-être une erreur. La voix de Bessie était douce mais ferme. Il est peut-être temps de changer. Ezra resta silencieux pendant un long moment. Puis il regarda Clara. Tu t'es fait des amis en ville ce jour-là, au bureau du shérif. Moi, je me suis fait des ennemis. Clara haussa les épaules. Mais peut-être aussi des amis. Certaines personnes m'ont regardé comme si elles croyaient ce que je disais. C'est peut-être par là qu'il faut commencer. Ezra se cala dans sa chaise. On pourrait peut-être arrêter de se cacher ici. Commencer à montrer aux gens ce qu'est vraiment ce ranch. Comment? Je ne sais pas encore. Il se frotta le visage avec les mains. Mais nous se trouverons. Nous se trouvons toujours. L'idée vint de Ruby May parmi tous les autres. Pourquoi ne pas les inviter ici, demanda-t-elle un matin au petit déjeuner, les gens de la ville, qu'ils voient par eux-mêmes. Tout le monde la regarda. Quoi? Ruby May regarda autour de la table. C'est ce que maman faisait. Quand les gens colportaient des ragots à son sujet, elle les invitait à dîner. Elle disait, « Il est difficile de détester quelqu'un après avoir goûté à sa cuisine. » Bessie eut un petit rire surpris. L'enfant n'a pas tort. Elle a raison. Ezra regardait Ruby May avec un nouveau respect. Une journée portes ouvertes. Laissons les gens venir voir le ranch. Rencontrer les enfants. Leur montrer qu'il n'y a rien à cacher. C'est risqué, dit Jonah. Et si Crawford s'en sert contre nous, Crawford va de toute façon utiliser tout ce qu'il peut contre nous. Clara sentit quelque chose s'enflammer dans sa poitrine. Au moins, de cette façon, nous contrôlons l'histoire. Ezra acquiesça lentement. D'accord, faisons-le. Nous organiserons quelque chose pour le mois prochain. Cela nous laissera le temps de nous préparer. De nous préparer à quoi? Demanda Samuel, prenant la parole pour la première fois. Pour leur montrer qui nous sommes vraiment. Ezra regarda autour de la table chacun des enfants qui avaient trouvé le chemin de sa porte. Pour leur montrer que cette famille est réelle et mérite d'être protégée. Les préparatifs durèrent des semaines. Bessie cuisina comme une possédée, remplissant la cuisine de pain, de tartes et de rôtis. Celle s'assura que le ranch était impeccable, les clôtures réparées, la grange balayée, les chevaux pansés jusqu'à briller, et les enfants s'entraînèrent. Souvenez-vous, leur dit Clara la veille au soir, vous n'avez rien à prouver à ces gens. Soyez simplement vous-même. Cela suffit. Et s'ils nous posent des questions sur notre passé, demanda Samuel d'une voix tendue, sur mon père. Alors vous leur direz la vérité ou vous ne leur direz rien. C'est votre choix. Clara posa une main sur son épaule. Personne ne peut vous obliger à en dire plus que ce que vous voulez. Et s'ils sont méchants, demanda Ruby May, les yeux écarquillés. Comme ce Crawford. Alors, si on est à mort, répondit Jonas d'une voix ferme. On ne laisse pas des gens méchants nous prendre ce qu'on a ici. Le jour de la journée porte ouverte se leva, clair et chaud. En milieu de matinée, des voitures arrivaient sur la route menant au ranch, transportant des familles de la ville et des fermes voisines. Clara se tenait sous le porche, le cœur battant, les regardant arriver. À côté d'elle, Ezra était calme, imperturbable, comme toujours en cas de crise. « Prête? » demanda-t-il. « Non, » répondit Clara en prenant une profonde inspiration. « Mais je vais le faire quand même. C'est bien, ma fille. » Les premiers invités à arriver étaient un jeune couple avec un bébé. Ils avaient l'air nerveux, incertains, comme s'ils n'étaient pas sûrs d'être à leur place ici. Clara s'avança. « Bienvenue, je m'appelle Clara. Puis-je vous faire visiter? » La femme sourit, soulagée. « Ce serait charmant. Je m'appelle Sarah. Voici mon mari, Tomé. » Clara les guida à travers la maison, leur montrant la cuisine où Bessie était en train de préparer le repas. Le salon où Ruby May jouait du piano, mal mais avec enthousiasme. La grange où Jonas expliquait les chevaux à un groupe d'enfants fascinés. « Cet endroit est merveilleux, » dit Sarah pendant qu'ils marchaient. « J'avais entendu des choses terribles, mais c'est un foyer. C'est exactement ça. » Clara sentit une boule dans sa gorge, un foyer pour ceux qui n'en avaient pas. D'autres invités arrivèrent au cours de la journée. La plupart étaient curieux. Quelques-uns étaient méfiants.
Mais Clara accueillit chacun avec la même honnêteté qu'elle avait montrée ce jour-là en ville. Elle raconta son histoire encore et encore, voyant les visages passer du doute à la compréhension. Vous avez vraiment traversé une tempête de neige? Demanda une femme, les yeux écarquillés. Sans chaussures? Clara leva les mains. Vous avez encore les cicatrices? Et cet homme vous a recueilli? Tout simplement. Tout simplement. Clara regarda de l'autre côté de la cour où Ezra discutait avec le shérif. Il n'a rien demandé. Il n'attendait rien. Il m'a juste donné un endroit où rester. La femme resta silencieuse pendant un moment. Puis elle tendit la main et serra celle de Clara. Que Dieu le bénisse, dit-elle doucement. Et que Dieu vous bénisse, mon enfant, pour avoir survécu. Clara sentit les larmes lui monter aux yeux. Merci, madame. Crawford arriva en fin d'après-midi. Clara le vit arriver à cheval, le visage crispé, et son estomac se noua. Mais Ezra ne le renvoya pas. Au contraire, il alla à sa rencontre, la main tendue. Virgil, je suis content que tu aies pu venir. Crawford fixa la main comme si c'était un serpent. Tu penses que ça change quelque chose? Je pense que ça te donne une chance de voir la vérité par toi-même. La voix d'Ezra était calme. Entrez, venez rencontrer les enfants. Voyez ce que nous avons construit ici. Pendant un instant, Clara crut que Crawford allait refuser, mais quelque chose changea dans son expression. De la curiosité, peut-être, ou du calcul, et il mit pied à terre. D'accord, dit-il, montrez-moi. Ezra le fit visiter la maison, comme Clara l'avait fait avec les autres. Crawford ne dit rien. Son visage était impénétrable. Mais Clara vit que ses yeux enregistraient tout. Les enfants heureux, la cuisine chaleureuse, l'esprit de famille qui régnait dans chaque pièce. Lorsqu'ils arrivèrent dans le salon, Ruby May était toujours au piano, jouant d'un air simple avec une intense concentration. « Qui est-ce » demanda Crawford. « Ruby May Collins. » La voix d'Ezra était douce. Elle est arrivée chez nous il y a 2 mois, avec son frère. Leur famille d'accueil a péri dans un incendie. Crawford observe la petite fille pendant un long moment. Quelque chose passa dans son regard, quelque chose qui ressemblait presque à de la douleur. « Elle a les mains de sa mère, murmura-t-il. Vous connaissiez sa mère? Je connaissais les Henderson, répondit Crawford d'une voix rauque. Je savais qu'ils recueillaient les enfants abandonnés. Je ne savais pas que ça s'était terminé comme ça. Il se détourna et se dirigea vers la porte. Ça ne change rien entre nous, dit-il par-dessus son épaule. Mais je laisserai les enfants en dehors de ça. Ce n'est pas un combat qui m'intéresse. Il partit. Clara expira sans s'en rendre compte. Que vient-il de se passer? Demanda Jonas en venant se placer à côté d'elle. Je ne sais pas, répondit Clara en observant Crawford. Mais je pense que quelque chose a changé. Il est toujours notre ennemi. Oui, acquiesça Clara lentement, mais peut-être pas autant qu'il l'était ce matin. La journée porte ouverte prit fin au coucher du soleil. Alors que les derniers invités partaient, la famille se rassembla sous le porche, épuisée, mais triomphante. « On a réussi, dit Ruby May en sautillant sur place. On leur a montré. »« C'est vrai. » Ezra sourit. C'était le premier vrai sourire que Clara voyait sur son visage depuis des semaines. « Vous avez tous réussi. Je suis fier de chacun d'entre vous. » Clara regarda sa famille, cet étrange et magnifique ensemble de personnes brisées qui, d'une manière ou d'une autre, s'étaient reconstituées. Jonas avec son air protecteur, Ruby May avec son énergie inépuisable, Samuel avec sa force tranquille, et Ezra, l'homme qui s'était arrêté dans une tempête de neige, qui avait ouvert sa porte à des enfants dont personne ne voulait, qui leur avait donné à tous une raison de croire. « Merci, dit Clara doucement. Ezra se tourna vers elle. « Pourquoi? Pour tout. » Clara sentit des larmes couler sur ses joues, mais elle ne les essuya pas. « Pour t'être arrêté, pour m'avoir vu, pour avoir construit tout cela. Je n'ai pas construit cela toute seule. » La voix d'Ezra était rauque d'émotion. « Nous l'avons construit ensemble. Tous ensemble. » Il passa son bras autour de ses épaules et la serra contre lui. « C'est ça la famille, dit-il doucement. Construire quelque chose ensemble, quelque chose de plus fort que ce que chacun de nous pourrait construire seul. » Clara se blottit contre lui, sentant la chaleur de son étreinte, la solidité de sa présence. « La famille, pensa-t-elle. Pour la première fois de sa vie, ce mot ne lui semblait pas être un mensonge. Il lui semblait être la vérité. 3 autres enfants arrivèrent cet été-là.
La première était Lily Grace, âgée de 7 ans, trouvée errant sur la route principale sans aucun souvenir de qui elle était ni d'où elle venait. Le médecin de la ville dit que c'était le choc qui avait parfois poussé son esprit à se protéger en oubliant. Clara la tint dans ses bras pendant les premières nuits terribles où elle se réveillait en hurlant à cause de cauchemars dont elle ne pouvait nommer la cause. Puis vint Tobias Jenkins, 9 ans, à moitié Cherokee du côté de sa mère. Son père blanc les avait abandonnés et après la mort de sa mère, aucune des deux communautés ne voulait le recueillir. Il se présenta un matin à la porte du ranch, un petit paquet sur l'épaule, demandant s'il pouvait travailler en échange de nourriture. Ici, on ne travaille pas pour manger, lui répondit Ezra. On mange, tout simplement. Toby le regarda comme s'il parlait une langue étrangère. Et enfin, par une chaude après-midi d'août, un chariot arriva avec à son bord un garçon que Clara reconnut dès qu'elle le vit. Son cœur s'arrêta de battre. « C'est impossible, murmura-t-elle. Mais ce n'était pas impossible, c'était réel. Le garçon dans le chariot avait les yeux de son père, le menton de son père, la même mâchoire obstinée qu'elle voyait chaque fois qu'elle se regardait dans le miroir. « William, murmura-t-elle. Le garçon leva les yeux, âgé de 6 ans, maigre comme un clou, terrifié. « Clara, dit-il d'une voix cassée, c'est vraiment toi? » Elle avait déjà quitté le porche avant même de réaliser qu'elle traversait la cour. Elle l'enlaça, le serra si fort qu'elle pouvait sentir son cœur battre contre sa poitrine. « Will, oh mon Dieu, Will, je te croyais mort. Ils m'ont dit que tu étais mort. Ils m'ont dit la même chose à ton sujet. » Il pleurait, son petit corps tremblait. « La nonne a dit que tu avais été adopté. Elle a dit que je ne te reverrai jamais. Je suis là. » Clara s'écarta et prit son visage entre ses mains. « Je suis là. Je ne vais nulle part. Promis? Promis? » L'homme qui avait amené Will descendit du chariot. C'était un homme d'âge mûr, au regard bienveillant et portant un col de prêtre. « Vous êtes Clara Finch? » demanda-t-il. « Oui. Ce garçon vous demande depuis 3 ans, depuis qu'il est arrivé à l'école missionnaire du Missouri. J'ai fini par vous retrouver grâce au registre de l'orphelinat d'Helena. » Clara était incapable de parler, incapable de penser. Son frère, son petit frère, dont elle avait été séparée à la mort de leur père, qu'elle avait cru perdu à jamais pendant des années. « Comment? » finit-elle par demander. « Les voies du Seigneur sont impénétrables, Mlle Finch. » Le pasteur sourit. Parfois, il réunit les familles quand elles s'y attendent le moins. Ezra apparut à côté d'elle. Il regarda Will, puis Clara, et ses yeux se remplirent de compréhension. « C'est le frère dont tu m'as parlé. » Clara acquiesça. Elle ne trouvait pas les mots. Eh bien, Ezra s'accroupit à la hauteur de Will. « Bienvenue à la maison, William. Nous t'attendions. » Cette nuit-là, Clara s'assit sur le bord du lit de Will pendant qu'il s'endormait. Elle ne pouvait s'empêcher de le regarder. Elle n'arrivait pas à croire qu'il était réel. « Tu me fixes, » marmonna Will, les yeux mi-clos. « Je sais. Je ne peux pas m'en empêcher. »« Pourquoi? »« Parce que tu m'as manqué, » répondit Clara, la voix brisée. « Chaque jour, tu m'as tellement manqué que ça m'a fait mal. » Will tendit la main et prit la sienne. « Tu m'as manqué aussi. Je rêvais de toi. Je rêvais que tu viendrais me chercher et m'emmènerais loin d'ici. Je suis désolé de ne pas l'avoir fait. Je suis désolé de les avoir laissés nous séparer. Tu n'étais qu'une enfant, comme moi. » Les yeux de Will s'ouvrirent, sérieux au-delà de son âge. « Ce n'était pas ta faute, Clara. Rien de tout cela n'était ta faute. » Clara sentit des larmes couler sur son visage. « Quand es-tu devenue si sage? » Les sœurs de l'école missionnaire. Will sourit d'un air endormi. « Elles m'ont appris beaucoup de choses, comme pardonner. » « Pardonner qui? » « Tout le monde. Maman pour être morte. Papa pour être mort. Les gens qui nous ont séparés. » Il lui serra la main. « Même moi-même, pour ne pas l'avoir été assez fort pour te retrouver plus tôt. » Clara se pencha et embrassa son front. « Tu es la personne la plus forte que je connaisse, Will. » Stone. Stone. C'est notre nouveau nom. Clara et William Stone. Ezra va nous adopter tous les deux. Nous rendre une vraie famille. Nous avons toujours été une vraie famille. Les yeux de Will se fermèrent. Ce n'est pas le sang qui fait de la famille, c'est l'amour. Clara resta assise là longtemps après qu'il se soit endormi, lui tenant la main, le regardant respirer. 7 enfants maintenant, 4 garçons, 3 filles. Une famille construite non pas par le sang, mais par choix. Et pour la première fois de sa vie, Clara se sentait comblée. Les années passèrent comme elles se passent toujours.
Lentement quand on les vit, rapidement quand on y repense. Clara regarda les enfants grandir. Elle regarda le ranch prospérer. Elle regarda les cheveux d'Ezra passer du gris au blanc. Elle avait 17 ans quand il tomba malade pour la première fois. Ce n'est qu'une toux, insistait-il, balayant les inquiétudes de Bessie. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Mais Clara voyait la vérité. Il essayait de la cacher. Il bougeait plus lentement, se fatiguait plus facilement, s'arrêtait parfois au milieu d'une phrase comme s'il avait oublié ce qu'il disait. Tu dois consulter un médecin, lui dit-elle. J'ai consulté des médecins. Ils ne savent rien. S'il te plaît, fais-le pour moi. Il la regarda. Cette fille qu'il avait sauvée de la neige 5 ans auparavant. Cette femme qu'elle était en train de devenir. Son regard s'adoucit. D'accord pour toi. Le médecin vint le lendemain, examina Ezra, lui parla en privé, puis vint trouver Clara dans la cuisine. Son cœur, dit le médecin doucement, s'use. Il lui reste peut-être encore des années, peut-être quelques mois. Impossible de le savoir avec certitude. Clara sentit le sol se dérober sous ses pieds. Vous devez pouvoir faire quelque chose. Je peux lui donner des médicaments contre la douleur, lui dire de se reposer. Mais la vérité, Mme Stone, c'est que certaines choses ne peuvent pas être réparées. Le médecin posa une main sur son épaule. Je suis désolé. Ce soir-là, Clara trouva Ezra sur le porche, le regard perdu dans les montagnes. Tu es au courant? Dit-il, sans poser de questions. Oui, je suis désolé. Je voulais te le dire moi-même. Ne t'excuse pas. Clara s'assit à côté de lui. Dis-moi simplement ce dont tu as besoin. Ezra resta silencieux pendant un long moment. J'ai besoin de savoir que cet endroit ira bien quand je ne serai plus là, que les enfants seront pris en charge, que tout ce que j'ai construit ne disparaîtra pas. Ce ne sera pas le cas. Comment peux-tu en être sûr? Clara le regarda. Cet homme qui lui avait sauvé la vie, qui lui avait tout donné. Parce que je m'en assurerai, dit-elle. Je m'occuperai du ranch, je m'occuperai des enfants, je garderai cette famille unie quoi qu'il arrive. C'est une grande promesse. J'en ai fait de plus grandes. Clara sourit à travers ses larmes. Rappelle-toi, j'ai promis que je survivrai. J'ai promis que je deviendrais quelqu'un. Eh bien, voilà ce que je vais devenir. La personne qui perpétuera ton héritage. Les yeux d'Ezra étaient humides. Il tendit la main et prit de la sienne. Tu es déjà plus que je n'aurais jamais pu rêver, dit-il doucement. Quand je t'ai trouvée dans la neige, à moitié morte et toute seule, j'ai pensé que je pourrais peut-être te donner une chance. Peut-être t'aider à survivre. Je n'aurais jamais imaginé quoi? Que tu finirais par me sauver. Clara serra sa main. Nous nous sommes sauvés l'un l'autre. C'est ce que fait une famille. Les mois qui suivirent furent difficiles. Ezra s'affaiblissait. Les enfants se relayaient pour s'asseoir à ses côtés, lui faire la lecture, lui raconter leur journée. Ruby May jouait du piano pour lui tous les soirs. Will dessinait et accrochait ses dessins au mur à côté de son lit. Jonas et Samuel ont pris en charge de plus en plus de tâches au ranch, prouvant qu'ils avaient bien appris leur leçon. Et Clara a tout coordonné. Elle a géré l'entreprise, négocié avec les acheteurs, s'est occupée de la paperasse, a pris les décisions difficiles qu'Ezra ne pouvait plus prendre. À 17 ans, elle dirigeait l'un des plus grands ranchs du territoire. Et elle l'a fait avec une compétence qui a surpris tout le monde, sauf Ezra. Je savais que tu en étais capable. Il lui a dit un soir. Je l'ai su dès que je t'ai vu tenir tête à Crawford en ville. Tu as du feu en toi, Clara. Tu l'as toujours eu. J'ai appris du meilleur. Non. Ezra secoua la tête. Tu as toujours été comme ça. Je t'ai juste donné l'espace pour grandir. Crawford vint lui rendre visite une fois à la fin de l'automne. Clara l'accueillit à la porte, le dos droit, le regard dur. De quoi veux-tu parler? Crawford leva les mains. C'est tout. Juste parler. Clara l'observa. Quelque chose avait changé chez cet homme depuis la journée porte ouverte. Ses angles vifs semblaient s'être adoucis. La colère dans ses yeux avait laissé place à quelque chose qui ressemblait davantage à du regret. 5 minutes, dit-elle. Ils se dirigèrent vers la maison. Crawford regarda autour de lui le ranch, les enfants qui jouaient dans la cour, la vie qui remplissait chaque recoin. J'ai appris qu'Ezra était malade, dit-il finalement. Les nouvelles vont vite. Je suis venu pour dire, s'interrompit-il en déglutissant péniblement. Je suis venu pour dire que je suis désolé pour les problèmes que j'ai causés en essayant de détruire cet endroit. Clara le fixa du regard. Pourquoi? Parce que j'avais tort. Ces mots semblaient lui coûter quelque chose.
J'ai passé 30 ans à détester votre père pour avoir gagné cette partie de cartes. 30 ans à essayer de reprendre ce que je pensais être à moi. Mais en le voyant construire tout cela, en voyant ce qu'il a fait pour ses enfants, Crawford secoua la tête. Ce terrain ne vaut pas une fraction de ce qu'il a construit ici. Alors pourquoi vous êtes-vous battu si fort pour l'avoir? Parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. La voix de Crawford était rauque. Mon père m'a appris à haïr. Il m'a appris que le monde nous devait quelque chose. Il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre qu'il avait tort. Clara resta silencieuse pendant un moment. Qu'est-ce qui a changé? Ma fille est née. Un soupçon de sourire traversa le visage de Crawford. Je l'ai regardé, cette petite chose parfaite, et j'ai réfléchi au genre d'homme que je voulais être, au genre d'héritage que je voulais laisser, et j'ai réalisé que je ne voulais pas qu'elle grandisse comme moi, pleine de colère, pleine de haine. Il se tourna vers Clara. Ton père, Ezra, il a construit quelque chose de bien ici, quelque chose de pur. J'ai passé des années à essayer de le détruire, et tout ce que j'ai réussi à faire, c'est prouver à quel point j'étais petit. Clara ne savait pas quoi dire. L'homme qui se tenait devant elle n'était pas l'ennemi qu'elle combattait depuis 2 ans. C'était juste une personne brisée, imparfaite, qui essayait de trouver sa voie. J'apprécie que vous disiez cela, dit-elle finalement. Mais je ne peux pas parler au nom d'Ezra. Si vous voulez son pardon, vous devrez le lui demander vous-même. Je sais. Crawford acquiesça. C'est pour ça que je suis ici. Clara le fit entrer. Ezra était dans ce son, affalé dans son fauteuil préféré, une couverture sur les jambes. Il leva les yeux lorsque Crawford entra et une expression complexe traversa son visage. Virgil, Ezra, dit Crawford, debout, mal à l'aise, son chapeau à la main. Je suis venu pour... Je voulais le dire. Je suis désolé. Les mots sortiront précipitamment. Pour tout. Les menaces, les rumeurs, toutes les années passées à essayer de prendre ce qui ne m'appartenait pas. J'avais tort. J'avais tellement tort et je suis désolé. Ezra resta silencieux pendant un long moment. Clara retint son souffle. Assieds-toi, Virgil, dit finalement Ezra. Crawford s'assit. Les deux hommes se regardèrent, des décennies de conflits suspendus entre eux. Tu sais ce que Catherine disait? Demanda Ezra. Elle disait que la rancune, c'était comme boire du poison et s'attendre à ce que l'autre personne meure. Elle disait que la seule personne que cela blessait, c'était celle qui gardait cette rancune. C'était une femme intelligente. Elle l'était. La voix d'Ezra était douce. Elle me manque tous les jours. Je suis désolé pour ça aussi. Pour elle, pour Emma, pour toutes les pertes que tu as subies. C'est ça le problème avec les pertes. Ezra regarda autour de lui les enfants rassemblés dans l'embrasure de la porte et Clara qui montait la garde à côté de sa chaise. Elles peuvent te briser ou elles peuvent t'apprendre quelque chose. Ça m'a pris du temps, mais j'ai fini par comprendre. J'ai compris que la seule façon de surmonter une perte, c'est de construire quelque chose de nouveau, quelque chose qui vaut la peine d'être perdu. Il regarda Crawford. Tu as une fille maintenant, une chance de prendre un nouveau départ. Ne la gâche pas en menant de vieux combats. Je ne le ferai pas. La voix de Crawford était rauque, je te le promets. Bien. Ezra lui tendit la main. Alors je te pardonne, Virgil, pour tout. Crawford prit sa main et la serra. Deux vieux ennemis trouvaient enfin la paix. Merci, murmura Crawford. Ne me remercie pas. Fais simplement mieux. Sois meilleur pour ta fille, pour toi-même. Crawford partit 1 heure plus tard. Clara le regarda s'éloigner. Un poids lui fut enlevé de la poitrine. Tu lui pardonnes vraiment? Demanda-t-elle à Ezra. La vie est trop courte pour garder rancune, Clara. Je l'ai appris à mes dépens. Il lui prit la main. Promets-moi de t'en souvenir. Promets-moi de ne pas laisser la colère te ronger comme elle a rongé Virgil pendant toutes ces années. Je te le promets. Bien. Ezra sourit. Maintenant, aide-moi à me lever. Je veux voir le coucher de soleil une dernière fois. Clara l'aida à se rendre sous le porche. Ils s'assirent ensemble et regardèrent le ciel se teinter d'or, de rose et de violet. C'est magnifique, dit Ezra doucement. Oui, c'est vrai. Tu vas prendre soin d'eux, Clara. De tous. Je sais que tu le feras. Je le ferai, et tu te souviendras de ce qui fait l'essence de cet endroit. Pas la terre, pas du bétail, de la famille. Je m'en souviendrai, et tu sauras chaque jour que tu méritais d'être sauvé. Ezra se tourna vers elle, les yeux brillants de larmes contenues. C'est la chose la plus importante. Tu as toujours mérité d'être sauvée, Clara Stone.
Depuis le premier instant où je t'ai vu, Clara ne pouvait pas parler. Les larmes coulaient trop vite. Je t'aime, elle réussit à dire. Papa, je t'aime. Je t'aime aussi, ma fille. Ezra lui serra la main plus fort que je ne pourrais jamais le dire. Il mourut 3 jours plus tard, paisiblement, entouré de sa famille. Ils l'enterrèrent sous le vieux chêne, à côté de Catherine et Emma. Clara se tenait devant la tombe, entourée de ses frères et sœurs, et elle prononça les mots qu'elle avait préparés pendant des mois. Ezra Thornton était le meilleur homme que j'ai jamais connu. Il m'a trouvé quand j'étais perdu. Il m'a recueilli quand j'étais brisé. Il m'a tout donné, un foyer, une famille, un but, de l'amour, et il n'a rien demandé en retour, sauf que je devienne la personne qu'il croyait que je pouvais être. Elle regarda les enfants rassemblés autour d'elle. Jonas et Ruby May, Samuel et Lily Grace, Toby et Will. Sa famille, sa responsabilité. Il m'a appris que la famille n'est pas une question de sang. C'est une question de choix. C'est être là les uns pour les autres, jour après jour, quoi qu'il arrive. C'est construire ensemble quelque chose de plus fort que ce que chacun de nous pourrait être seul. Elle prit une profonde inspiration. Ce ranch continuera d'exister. Cette famille continuera d'exister. Et la mémoire d'Ezra Thornton vivra dans chaque acre, chaque poteau de clôture, chaque enfant qui trouvera le chemin de notre porte. Parce que c'est ce qu'il a construit. Pas seulement des terres, pas seulement du bétail, mais quelque chose qui durerait, quelque chose qui aurait de l'importance. Elle regarda la tombe. Repose en paix, papa. Tu l'as bien mérité. Les années passèrent. Clara devint la femme qu'Ezra avait toujours su qu'elle pouvait être. Elle dirigea le ranch d'une main ferme et avec un cœur farouche. Elle accueillit d'autres enfants, 5 de plus, puis 10, jusqu'à ce que la grande maison déborde de bruit, de rires et de vie. Elle les éduqua comme Ezra l'avait éduqué. Elle leur enseigna non seulement des compétences, mais aussi des valeurs, la compassion, la résilience, la conviction que chaque personne méritait d'être sauvée. Jonas devint contremaître, épousa une fille de la ville et eut 3 enfants. Ruby May devint enseignante et dirigea une petite école dans le ranch pour les enfants qui n'avaient nulle part ailleurs où apprendre. Samuel devint entraîneur de chevaux, le meilleur du territoire. Le fantôme de son père reposait enfin en paix. Lily Grace finit par se souvenir de son passé, fit la paix avec lui et consacra sa vie à aider les autres à guérir. Toby a utilisé sa connaissance du terrain pour devenir guide, conduisant les colons en toute sécurité à travers les montagnes. Et Will, son petit frère, est devenu un homme fort et gentil qui a soutenu Clara dans toutes les épreuves. Clara ne s'est jamais mariée. Elle n'en avait pas besoin. Elle avait une famille, des dizaines de personnes à la fin, des enfants et des petits-enfants de cœur, sinon de sang. Et elle a perpétué l'héritage d'Ezra, comme elle l'avait promis. Chaque matin, elle se rendait au vieux chêne et se tenait à côté de sa tombe. Toujours là, disait-elle, toujours active, toujours accueillant ceux dont personne ne voulait. Et parfois, quand le vent soufflait dans la bonne direction, elle pouvait presque entendre sa voix. C'est ma fille. Le jour de son 60e anniversaire, Clara se tenait sous le porche de la maison du ranch et contemplait tout ce qu'ils avaient construit. Les granges et les clôtures, les jardins et les vergers, les dizaines d'enfants qui jouaient dans la cour, leur rire résonnant dans la vallée. Ses enfants, ses petits-enfants, son héritage. Ruby May vint se tenir à ses côtés, les cheveux désormais gris, mais toujours le regard vif. « À quoi penses-tu? » « À tout. » Clara sourit. « À rien, à la façon dont tout a commencé, à la façon dont tout s'est terminé. Des regrets? Pas un seul. » Clara regarda sa sœur. Juste un. La voix de Ruby May était douce, qu'Ezra ne puisse pas voir cela, ne puisse pas voir ce que nous sommes devenus. Il le voit. Clara toucha son cœur. Juste ici. Il voit tout. Une agitation à la porte attira leur attention. Une charrette s'arrêtait, conduite par une femme à l'air fatiguée avec 2 enfants blottis à l'arrière. « C'est reparti, » dit Ruby May. Clara rit. « C'est reparti. » Elle descendit les marches du porche, traversa la cour et se dirigea vers la porte, vers le prochain chapitre, le prochain enfant, la prochaine occasion de faire ce qu'Ezra avait fait pour elle il y a toutes ces années. La femme descendit de la charrette, le visage marqué par la fatigue et la peur. « S'il vous plaît, dit-elle, j'ai entendu dire qu'il y avait ici un endroit pour les enfants qui n'ont nulle part où aller. » Clara sourit.
Le même sourire qu'elle affichait depuis 45 ans. Le sourire qui disait « Vous êtes en sécurité maintenant. Vous êtes chez vous. Vous avez bien entendu, dit-elle. Bienvenue au ranch Thornton Creek. » Et elle ouvrit grand les bras. L'histoire qui avait commencé par un abandon se terminait par un sentiment d'appartenance. La fille qui avait été abandonnée devint celle qui resta. L'enfant que l'on disait sans valeur devint la femme qui montra à des centaines d'autres leur valeur. Clara Stone Thornton vécut encore 30 ans. Elle vit 5 générations d'enfants passés par le ranch. Elle vit la vallée changer, le monde changer, tout changer sauf la seule chose qui comptait vraiment. La conviction que chaque personne méritait d'être sauvée. La certitude que la famille était ce que l'on en faisait. La vérité que l'amour, le véritable amour, ne mourrait jamais. Il grandissait, se propageait et se multipliait jusqu'à toucher toutes les vies qu'il croisait, les changeant toutes, les rendant meilleures, les rendant complètes. C'était l'héritage d'Ezra. C'était l'héritage de Clara. C'était l'héritage de tous les enfants brisés qui avaient franchi les portes du ranch Thornton Creek et trouvé quelque chose qu'ils ne s'attendaient pas à trouver. Un foyer. Un vrai foyer. Le genre qui dure pour toujours.